Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Hors Jeu Capital. Très heureux de vous retrouver pour ce 170e numéro pour débriefer l'actualité du Paris Saint-Germain. Même si nous sommes en période de trêve internationale, il y en a toujours évidemment avec la performance des joueurs parisiens avec leurs sélections respectives. On va revenir dessus pour des choses heureuses et moins heureuses pour certains. Et on parlera également un peu de mercato avec certaines rumeurs qui commencent à apparaître, notamment on parlera du secteur du milieu de terrain avec Aurélien Tchouaméni qui a brillé avec l'équipe de France et de Paul Pogba qu'on annonce depuis longtemps au Paris Saint-Germain qui est en fin de contrat avec Manchester United. On reviendra là-dessus aussi possiblement de quelques départs avec notamment Julian Draxler qui a ouvert la porte à un transfert cet été pour pouvoir jouer avec la sélection allemande et participer à la Coupe du Monde avec l'Allemagne avec plus de temps de jeu. Et puis on terminera évidemment avec le Paris Saint-Germain qui affronte Lorient dimanche, retour de la Ligue 1 et des championnats nationaux, et on se projettera donc sur la fin de saison du Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que vous en attendez pour parler de tous ces sujets très intéressants avec moi, une équipe avec des émotions différentes. On va commencer par quelqu'un qui est plutôt neutre. Avec moi, c'est Nicolas Puravo. Comment ça va, Nico? Salut Hugo, salut à tous. Ouais, je suis neutre, c'est bien, c'est exactement ça. Comment? Moi, j'ai passé une très bonne soirée hier devant les éliminatoires, les barrages. Et par contre, j'ai encore été super bien inspiré parce que moi, j'ai coupé Algérie-Cameroun, j'ai éteint à la 115e parce que j'étais vraiment fatigué, j'ai même pas vu la fin. J'ai pas vu les deux buts. Bon, t'as vu la séance de péno incroyable Sénégal-Égypte quand même? Ouais, ça j'ai regardé. Ouais, c'était sympa, on aurait dit 11 mecs en boîte de nuit avec les lasers et tout, c'était plutôt marrant. Là, c'est vrai que c'était compliqué sur le live de la chaîne d'équipe parce que tu partais au Portugal, hein, puis tu revenais sur la zone Afrique, tu allais sur un match amical Turquie-Italie. C'était compliqué de tout suivre hein, quand même. Quand t'es neutre, c'est sympa, franchement. Ouais. Moi, j'ai passé une bonne soirée. Moi aussi, puis la France a gagné, donc voilà, et avec des très jolis buts, dont on va revenir dessus tout à l'heure. On va aller voir un homme heureux, un homme qualifié pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. C'est notre Marocain préféré, Samy Ouachtabi. Comment ça va? Doublement qualifié. Doublement qualifié. De nationalité, de participation, on prend. L'équipe de France et le Maroc. Comment ça va, Samy? Ben, ça va très bien. Mais outre les qualifications, même la dramaturgie, la soirée, c'était énorme, quoi. Moi, j'ai commencé dès 19h, il y avait plein de matchs. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Que ce soit, mais même la zone Europe, hein, parce que j'étais content aussi de voir le Portugal se qualifier. Bon, par contre, après, j'avais mis 3 écrans parce que justement, moi, le multiplex de l'équipe, il m'a un petit peu rendu fou. Je me suis stabilisé sur certains matchs précis qui m'intéressaient plus particulièrement, notamment Algérie-Cameroun et Maroc-Congo, et aussi la France, que j'avais mis aussi de côté quand même parce que j'aime pas rater les Bleus. Donc, franchement, non, une soirée, ouais, j'avoue, pour le coup, en tout cas, de mon côté, elle était vraiment, vraiment très agréable. Bon, il y a un homme un peu plus malheureux. Il n'a pas de chance entre son club, le Paris Saint-Germain, et sa sélection et son pays, l'Algérie. C'est notre Algérien préféré aussi, mais malheureusement, il est un peu plus triste que toi aujourd'hui, Samy. C'est Yacine Amned qui revient de Vancouver et qui a passé 2 semaines merveilleuses et qui revient avec malheureusement l'Algérie qui ne sera pas qualifiée pour la Coupe du Monde après sa défaite face au Cameroun hier. Bon, Yacine, je ne vais pas te demander comment ça va, mais comment s'est passé cette nuit plutôt? On n'a pas dormi comme d'habitude. De toute façon, moi je supporte deux équipes qui me font souffrir. Donc, qu'est-ce que je te dis? C'est pas vraiment le bonheur. Hein. Ah ouais. On sent le setup de la défaite derrière. C'est moins d'habitude, il y a des cadres. Là, c'est blanc. On sent qu'il y a une fenêtre pas loin. On ne sait pas trop ce qui peut se passer. Ouais. Il n'est pas bien. J'ai attaché la corde et après, je vais réfléchir cet après-midi. Bon, t'inquiète pas, Yacine. Je sais que tu as déjà débriefé l'Algérie dans le Club des 5 hier soir. On va pas parler de l'Algérie aujourd'hui et pas de joueurs parisiens. On va parler d'autres choses qui te permettront de penser on va parler d'autres sujets qui te permettront de penser à autre chose, mon cher Yacine. On va commencer avec donc en premier thème, je disais, la performance des Parisiens avec leur sélection nationale. Commençons avec les matchs amicaux sans enjeu, on va dire, avec l'équipe de France qui s'est imposée hier 5-0 face à l'Afrique du Sud avec un doublé et une passe décisive en fin de match pour Kylian Mbappé. Il y avait Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe qui étaient titulaires hier, et puis il y avait eu également la victoire vendredi soir face à la Côte d'Ivoire 2-1, plus difficile que celle d'hier. Pour parler du match de l'équipe de France et de ses internationaux parisiens, Nico, je vais commencer avec toi. Mbappé, évidemment, qui n'était pas là lors du match contre la Côte d'Ivoire, donc parlons déjà du match d'hier, puisqu'il avait une otite, l'attaquant parisien, et qui a été en feu hier. Il avait du feu dans les jambes, il a marqué un but incroyable en pleine lucarne du gardien des Bafana Williams. Son premier but qui était absolument incroyable. Il était bouillant et il est à 26 buts en équipe de France maintenant, à 23 ans et 3 mois. Le record de Thierry Henry à 51 buts n'a qu'à bien se tenir. Ouais, gros match de Mbappé hier. C'était
Bah, tu sentais qu'il y avait une semaine d'attente, qu'il y avait les fourmis dans les jambes et qu'il y avait envie de courir. Bon, après, on va relativiser parce qu'en face, l'Afrique du Sud, c'était quand même pas non plus une très très grosse opposition. Mais ouais, du Mbappé, quand il est dans ces dispositions-là, c'est plaisant. Et puis en plus, quand tout est aussi facile pour lui, bah, il se régale. Il a tiré, je sais pas, 12 ou 13 fois, je crois, hier. J'ai la stat, mon cher Nico. Stat Opta sur son match d'hier, 12 tirs, 6 tirs cadrés et 20 ballons touchés dans la surface adverse. Aucun autre joueur français n'a atteint ces chiffres lors d'un même match depuis 2006. Ouais. Non, c'était un gros match de Mbappé, vraiment, vraiment sympa à voir. Maintenant, bon, c'est encore une fois, comme je te le dis, l'Afrique du Sud n'avait pas franchement de moyens de l'arrêter, donc il s'est fait plaisir. Puis en plus, voilà, match amical, donc il s'est pas trop fait découper aussi. Donc voilà, c'était un bon entraînement pour lui. Il s'est mis en jambe pour la fin de saison avec Paris, c'est plutôt bien pour lui. Et puis sinon, Kimpembe, bah, match charré aussi, mais bon, il y a pareil, pas grand chose à faire, donc il n'y a pas beaucoup d'enseignements, je trouve, sur ce genre de rencontre. Ça ressemble plus à un gros décrassage après une semaine de travail qu'à un vrai match amical avec des enseignements à tirer, parce que je pense qu'on ne verra pas beaucoup d'opposition aussi faible dans les 6-7 prochains mois avant la Coupe du Monde. Samy, c'était au stade Pierre-Mauroy hier, 12 ans après que l'équipe de France a affronté l'Afrique du Sud après la Coupe du Monde de 2010. Pour parler, évidemment, c'est sûr qu'il y a plus d'enseignements sur certains joueurs qui ont marqué des points, des nouveaux comme William Saliba et Jonathan Klaus. Évidemment, c'est pas le sujet du podcast, mais bon, on peut dire un petit mot quand même parce qu'ils ont été très bons. Mais sur Kylian Mbappé, c'est vrai que on l'attendait quand même parce qu'on on reviendra dessus tout à l'heure, Samy, mais après l'imbroglio qu'il y a eu avec son refus de participer aux obligations liées aux sponsors des Bleus mardi dernier, c'est plutôt ça qui a animé l'actualité d'Mbappé. Et il a répondu sur le terrain hier, comme d'habitude, et il a été très très bon. Oui, comme d'habitude, tu l'as dit, on commence à s'habituer à l'enchaînement quand même de très grosses performances de la part de Kylian Mbappé. Moi, je trouve de toute façon que cette saison, il a franchi un palier. Je trouve un palier dans la régularité, dans la répétition des performances et des exploits pour certaines prestations. Donc oui, il était attendu, il avait parlé, c'est vrai qu'il n'était pas là contre la Côte d'Ivoire, donc on attendait beaucoup de lui. Je trouve que de plus en plus, il devient le point central de l'animation offensive des Bleus. Le pouvoir offensif des Bleus est de plus en plus incarné par Kylian Mbappé. Il n'a seulement que 23 ans. J'ai l'impression qu'il y a, même comparé à l'Euro, où déjà il était comment dire, influent, mais on réussissait à gagner. D'ailleurs, il n'avait pas marqué de but durant l'Euro, mais l'équipe de France avait quand même réussi à remporter quelques rencontres. Là, je trouve que l'après-Euro, Mbappé, j'ai l'impression qu'il a vraiment pris les clés de cette équipe de France et qu'aujourd'hui, c'est lui le leader incontesté. On le voit même dans les discours aussi, comment sont amenés les discours, la communication, que maintenant on dit que voilà, Giroud l'a totalement accepté, Griezmann on n'entend plus, Benzema il a bien compris que voilà, lui de toute façon il va plus faire de vagues, donc et il s'entend bien avec Mbappé, donc tout va bien. Je sens qu'il y a un truc qui a changé un petit peu en équipe de France, même s'il était décisif auparavant. Attention, hein, il n'a pas marqué les 26 buts qu'en 2021 ou en 2022, mais juste, je trouve que voilà, il y a quelque chose qui change. On l'avait remarqué aussi un peu, même contre le Kazakhstan, où c'était lui qui avait fait le show avec ce 8-0 assez impressionnant au Parc des Princes. Là, voilà, il revient. Il n'était pas là pour le dernier match, ça avait été plus compliqué. C'était un 2-1 un peu moins beau. Là, il arrive. Hier, il faisait tout. Hein. Il faisait le café, il le servait, il allait faire la plonge. Il était omniprésent. Il commence à devenir le boss de l'équipe de France, comme certains grands joueurs ont pu l'être dans leur sélection. À un moment, il y a même, je me rappelle d'une action où il a le ballon, il met petit pont à un Sud-Africain et il met une frappe enroulée qui a deux doigts de. Tout ce qui touchait se transformait en oreillard. Le sélectionneur de l'Afrique du Sud, il l'a dit hier, Hugo Bross, il a dit de toute façon, quand on joue face à Kylian Mbappé, on joue avec un 12e homme en plus. C'est quand même fort comme hommage. C'est bien résumé, effectivement. Yacine, justement, sur ce que disaient Nico et Samy en prolongement, petite déclaration d'Mbappé après le match hier, sur justement le record de buts en sélection, j'y pense. J'ai toujours voulu être le premier en tout, c'est un long chemin. Ce qu'a fait Thierry Henry, actuellement le meilleur buteur de l'histoire des Bleus, avec 51 buts. Personne ne l'a fait, mais je peux y arriver, et plus vite qu'on le croit. Je rappelle, Henry est à 51 buts, et il était à 8 buts au même âge que Mbappé actuellement. Mbappé est déjà à 23 ans et 3 mois. Mbappé en est déjà à 26. Bon, ça va être une formalité pour toi, le
le record de buts en équipe de France pour Mbappé? Oui, parce que de toute façon, aujourd'hui, les sélections jouent plus de matchs. Oui, parce que Thierry Henry, oui, effectivement, il était à 8 buts à cet âge-là, mais il était reparti faire un petit séjour en espoir entre la Coupe du Monde et l'Euro. Donc, il a perdu quelques matchs, qu'il a un peu de temps. Et oui, parce que Mbappé, aujourd'hui, il est hyper efficace. Il faut rappeler aussi que Thierry Henry, quand il commence, il joue d'abord ailier, avant d'être repositionné dans l'axe. Voilà, il y a plein de choses qui sont un peu différentes. Comme Mbappé aussi. Hein? Mbappé aussi commence ailier en équipe de France. Ouais, mais c'était pas le même type d'ailier. Parce qu'aujourd'hui, les ailiers, c'est des joueurs pratiquement offensifs avec un numéro 9 qui sert plus de points d'appui. Tu vois, c'est un peu un football un peu différent. Mais malgré tout, voilà, on a l'impression que c'est déjà presque écrit et sauf catastrophe, oui, ça va arriver très vite. Voilà, après, de toute façon, on sait très bien que c'est son ambition. Il s'en est jamais caché. Et aujourd'hui, comme l'a dit Samy, moi, je pense surtout que c'est dans sa façon de plus respecter le jeu qu'il a franchi un cap. Pas dans ses qualités, mais je trouve qu'il est plus respectueux du jeu. Il est moins à vouloir se faire briller. Voilà, on l'a répété pendant 4 ans, à vouloir faire du Neymar. Voilà, il est plus dans l'efficacité, dans la recherche de la percussion, mais en mouvement, pas arrêté comme il l'a fait pendant des mois au PSG où ça nous rendait fous. Mais il paraît qu'il fallait pas le critiquer parce que c'était Mbappé. On n'avait pas le droit de le dire. Aujourd'hui, c'est bizarre parce que quand il prend les ballons en mouvement, il fait mal à tout le monde. Mais pareil qu'on avait tort, donc bon, il n'y a pas de problème. Mais voilà, donc aujourd'hui, il fait ce qu'il faut pour être là. Il a marqué, combien t'as dit, 26, c'est ça? 26 buts, ouais, déjà. Voilà, 26. Qu'est-ce que je te dis, il en reste 25 à mettre. Il lui reste au moins 10 ans de carrière. Enfin, voilà quoi. Je veux dire, c'est écrit. Ça va être une formalité. Nico, petite question, parce que c'est vrai que Yacine le disait, il respecte le jeu maintenant, mais j'ai entendu de la part de certains confrères dans un autre média, sur une radio notamment, que Kylian Mbappé fallait faire attention à ce qu'il ne joue pas tout seul, ou en tout cas qu'il ne devienne pas comme un peu comme Cristiano Ronaldo, où en gros c'était la dernière touche d'un collectif, etc., d'un orchestre, et que c'était lui le soliste qui marquait les buts. Je fais notamment référence à... J'ai entendu ça de la part de Daniel Riolo hier en disant attention à ce qu'il ne devienne pas un peu. Il le trouvait un peu soliste hier. Est-ce que tu l'as trouvé soliste sur le match d'équipe de France hier, à pas trop donner de ballon, à vouloir jouer? Moi, j'ai pas ressenti ça. Je l'ai senti plutôt justement avec de l'envie, etc. Parce qu'il n'avait pas joué contre la Côte d'Ivoire et il était en feu. Est-ce que tu l'as ressenti comme ça, toi? Ça dépend. Si par soliste, certains considèrent que tu l'es parce qu'à l'entrée de la surface, tu frappes. Bon, bah oui, c'est vrai qu'hier, en fin de match notamment, il y a 2-3 frappes où tu sens qu'il peut aussi s'amuser à combiner avec d'autres joueurs. Mais quand tu es au 18 mètres, que tu es un attaquant et que tu es en réussite, bah, c'est pas choquant de frapper. Non, là où Mbappé, comme le dit bien Yacine, est problématique, c'est quand le collectif va vraiment pas bien et qu'il se sent obligé de tout faire, de récupérer le ballon aux 50 mètres arrêté et puis de faire des dribbles inutiles. Voilà, quand il surjoue, en fait, tout simplement. Hier, il a pas du tout surjoué hier. Il a juste été au-dessus de tous les autres. Donc c'est normal aussi que tu vois que lui. Quand il prend le ballon et qu'il accélère, qu'est-ce que je te dis, il met tout le monde à 20 mètres derrière lui. Donc évidemment que derrière il va tenter sa chance. Il va pas s'arrêter à attendre tout le monde. À l'arrivée, le soliste hier, il marque 2 buts, il fait une barre, il fait une passe décisive pour Guendouzi. Bon bah écoute, j'ai envie de dire vive les solistes. Et puis si l'avis de certaines personnes à la radio était effectivement toujours à prendre en compte sérieusement, ça serait depuis longtemps. Ah, c'est parce qu'il faut, je pense qu'ils c'est gratuit. C'est gratuit, je m'excuse. Non, en plus, c'est même pas lui que je pense. Je pense à un de ses compères qui a aussi sorti une belle saucisse, mais bon, ça n'a rien à voir. Donc non, moi, j'ai pas trouvé ça de Mbappé. Et par contre, juste sur le record, juste un petite parenthèse, c'est que son interview hier, quand il parle qu'effectivement, il veut battre tous les records, bah, bizarrement, moi, ça m'a redonné un tout petit espoir sur une prolongation au PSG, parce qu'on sait que le record de Cavani est pas très loin. Et je suis en train de me dire, et s'il avait aussi ça dans un coin de sa tête? Moi, alors j'étais à 0% d'espoir, maintenant je suis à 1%. C'est mieux que zéro. C'est mieux que zéro. Rien n'est fait. Hein. C'est déjà mieux que rien. Samy, est-ce que tu penses comme... alors je sais, en plus c'est pour ça que je vais voir exprès Samy, parce qu'on en a déjà parlé en off, mais est-ce que tu penses, Samy, que ça peut donner envie à Kylian Mbappé, dans son optique de battre tous les records, de rester 1 voire 2 saisons supplémentaires au Paris Saint-Germain pour battre le record d'Edinson Cavani de meilleur buteur de l'histoire du PSG? Oui, ça peut être... Je pense pas que... en tout cas, s'il reste... Je pense que c'est toujours une possibilité.
S'il reste, je pense pas que ce sera la raison principale. Hein. Je pense qu'il y aura d'autres choses autour qui devraient le persuader à rester. Mais oui, ça peut être. On sait qu'il aime bien ça. Et moi, je trouve ça tout à fait légitime de sa part de chasser les records. C'est un grand champion. Les champions aiment bien détenir et posséder des records ou les dépasser, les améliorer. Moi, ça me choque pas. Au contraire, je trouve il est dans son personnage. Il est dans ce qu'il nous montre depuis le début de sa carrière. Donc, il n'y a rien d'étonnant. C'est quelqu'un qui a mangé record sur record de précocité, de ce que vous voulez. Donc, moi, je trouve ça bien. Mais voilà. En plus, je trouve que pour un joueur, se donner des objectifs sur le long terme comme ça, c'est toujours une bonne chose. C'est toujours mieux d'essayer d'être le premier, d'essayer d'être le dernier, hein, quand même, surtout en sport. Donc, moi, je trouve ça bien. Il est dans son personnage et voilà. Je trouve que même dans sa progression, parce qu'il a pas eu au final tant que ça de bas dans sa carrière. Il est toujours en progression plutôt constante. Il aurait pu avoir à certains moments, on va dire, des situations plus compliquées à gérer, notamment juste après l'Euro, où il rate ce penalty fatidique face à la Suisse. Et au final, regardez où il en est quasiment, à peu près un an après. Je trouve qu'il s'est bien rattrapé, le petit. Yacine, un mot à ajouter sur Kylian Mbappé. Est-ce que toi aussi, tu étais à 0% et tu à 1% de chance qu'il reste sécurisé comme Nico? Bon, moi, je suis toujours à 0, mais je sais aussi qu'aujourd'hui, dans le foot, tout est possible. Tout est possible. Voilà. Et on verra ça si Kylian Mbappé décide de rester. Pour aller dans le prolongement de ce que tu disais un peu, Samy, sur le fait qu'Mbappé avait changé de statut, etc. Parlons je vous le disais tout à l'heure, de Kylian Mbappé, mais dans un autre registre, parce que je voulais faire un petit mot dessus, parce que c'est ce qui a agité sa semaine avant d'être brillant hier face à l'Afrique du Sud. C'est sur son refus de participer aux obligations liées aux sponsors des Bleus mardi dernier. Donc, comme c'est la coutume, la FFF avait programmé un certain nombre d'opérations marketing avec les sponsors des Bleus, avec des shootings photos, vidéos, etc. pour des partenaires, pour des marques partenaires. Et le problème, c'est que Kylian Mbappé a refusé de s'y rendre. Et donc, ce qui est expliqué, c'est que côté Mbappé, on estimait que certaines marques posent des problèmes éthiques et moraux, et on s'interroge aussi sur la redistribution des revenus générés par les Bleus, qu'on voudrait voir aller en grande partie vers le football amateur, et également qui n'accepte pas que son nom soit affiché aux côtés de sponsors auxquels il n'adhère pas, parce que normalement, je crois qu'il est engagé avec une marque de nourriture pour les enfants bio, donc voilà, par rapport aux partenaires de l'équipe de France comme Coca, etc., ça gênait un peu. De quoi, Samy? Je dis ou KFC, c'était pas par rapport à la pub KFC qu'il avait pas kiffé. Il est avec un gros bucket et à côté, il leur dit les gars, mangez sainement. Effectivement. Et pour appuyer ça, dans un entretien accordé à l'équipe lundi, son avocate, Delphine Veerden, j'espère que je prononce bien, Veerden, a expliqué les raisons du boycott, justement, remettant aussi en cause la convention des joueurs en équipe de France. J'explique, comme ça après je te lance dessus, Yacine. Ce document entre en vigueur au moment de sa signature, au moment de la signature d'un joueur, et arrive à échéance 5 ans après la terme de sa carrière pro. C'est la première chose qui me pose problème. Pour Kylian, ça devrait donc aller de ses 18 jusqu'à ses 40 ans, en gros, son contrat avec la Fédération française de football. Ce n'est pas réaliste de prendre un engagement si long. Cette convention a été rédigée en 2010 et le monde de 2022 n'a plus rien à voir avec celui de l'après-Nasna. C'est mathématique et philosophique pour nous. Yacine, qu'est-ce que tu as pensé justement de ce refus de Kylian Mbappé par rapport à ces questions sponsors? La première chose, c'est que je pense qu'il y a eu une analyse dans les médias qui est faussée par, encore une fois, le poids de certaines personnes, la fédération et compagnie, parce qu'on a analysé le fait qu'il est refusé comme quelque chose de grave, entre guillemets. Ça a plus fait polémique que les raisons. Il y a l'interview, mais ça a plus fait polémique que les raisons. Et pour moi, ce qui m'intéresse, ce sont les raisons. La première, évidemment, c'est ton image. Alors, ok, tu es en équipe de France, il y a des sponsors, mais malgré tout, quand on te voit afficher à côté de certaines marques, de certains produits, c'est toi qu'on voit afficher. Donc, c'est aussi ce que tu représentes. On va parler des paris sportifs directement. On sait qu'aujourd'hui, c'est un vrai problème pour les jeunes des quartiers aussi, surtout. Et donc, quand vous êtes affiché, même si c'est au nom de l'équipe de France, si c'est votre visage qui est accolé à une marque de paris sportifs, c'est vous qui représentez donc la marque à ce moment-là. Si ça va contre vos convictions, parce que vous considérez que c'est dangereux, les jeux d'argent, effectivement, vous êtes pris en porte-à-faux entre l'idée d'être en équipe de France, d'être obligé, parce que les sponsors payent aussi ça, et en même temps contre vos convictions. Donc déjà, ça c'est la première chose, et je trouve que c'est très
plutôt honnête de sa part. La deuxième chose, c'est que les sponsors, l'argent qui rentre du sponsoring, ça va dans les caisses de la Fédé. Et là aussi, il y a beaucoup de choses autour des joueurs. Et moi, je suis très sensible à ça parce qu'il y a une partie de l'argent qui est reversée au football amateur et qui est très faible. Et en fait, je trouve plutôt, moi, intéressant de voir qu'Mbappé a envie de savoir où va l'argent. Et il a raison. Parce que combien de fois on a parlé des fameux dîners de la Fédé, des fameux voyages de la Fédé. Voilà, on fait croquer plein de personnes pour aller se balader en Russie pendant la Coupe du Monde, pour aller se balader dans certains matchs éliminatoires ou amicaux d'ailleurs. Et moi, je trouve plutôt intéressant que les joueurs se mêlent de ça en disant, bah oui, c'est aussi grâce à nous que vous gagnez cet argent. Parce que les titres de champion du monde, c'est bien beau, mais c'est nous qui sommes allés les chercher sur le terrain. Donc les retombées économiques, c'est aussi nous. Donc moi, je trouve plutôt intéressant qu'un joueur ait envie de savoir où va cet argent. Moi, j'ai souvent milité pour l'idée de dire que on ne devait pas avoir forcément de primes. Il faut savoir que les joueurs touchent des primes quand ils vont en équipe nationale pour chaque match. D'ailleurs, Mbappé redistribue toutes ses primes à des associations. Voilà. Et moi, je ne suis pas forcément pour que les joueurs touchent des primes en équipe nationale, parce que je trouve que la sélection, c'est aussi quelque chose de très spécial. C'est aussi ce qui fait ta visibilité, ce qui te fait monter aussi ton salaire, ta valeur. Donc, et puis, il y a un côté symbolique, représentation du pays, c'est pas non plus toute l'année, voilà, il y a plein de choses. Par contre, moi, j'ai toujours été pour que, ok, on vous dit, vous avez le droit, enfin, quand vous venez, vous avez le droit à 10 000 euros par match ou 15 000 euros, bon, bref, ça, c'est une négociation. Mais ok, mais les joueurs, vous les reversez à qui vous voulez, mais vous les touchez pas. Voilà, vous représentez la sélection, vous êtes en sélection, on vous donne de l'argent, qui viennent des sponsors aussi, mais vous redistribuez, parce qu'on ne va pas me faire croire qu'un international français aujourd'hui, les 15 000 euros qu'il touche en équipe de France par match, c'est ce qui va faire basculer le fait qu'il soit à découvert ou pas à la fin du mois. Donc, du coup, redistribuez-les. Et tu peux les redistribuer à ton ancien club, voilà, ton club formateur, tu peux les distribuer à des clubs amateurs, tu peux les distribuer à des associations caritatives. Au moins, tu en fais profiter des gens. Et tout le monde est content et finalement l'image même elle est encore plus belle. Voilà, ils viennent en équipe de France, on leur donne de l'argent qui est redistribué, donc finalement ils viennent pas pour l'argent et tout le monde en profite. Voilà. Moi je trouve très intéressant et la dernière chose c'est qu'effectivement, et l'avocate a raison, les conventions c'est fait aussi pour évoluer. Les conventions des employés dans n'importe quel domaine, mais par exemple le textile. Les conventions collectives de 1970, elles ont évolué depuis, parce que oui, c'est l'histoire du monde. Donc c'est logique que ce que tu demandais. D'ailleurs, Lisa Razor avait fait un petit édito dans l'équipe où il parlait de cette histoire où en 98, tous les joueurs devaient jouer avec les chaussures de l'équipementier. Mais on était dans le début des contrats personnels de chaussures. Et il y a eu ce dilemme de dire est-ce que vous avez le droit, pas le droit? Nous, on a une convention avec telle marque, vous devez jouer avec les chaussures. Ouais, mais moi, j'ai un contrat avec telle marque, etc. Et finalement, après 98, c'est là que les joueurs de l'équipe de France ont eu le droit de porter leurs chaussures avec lesquelles ils étaient sous contrat. Voilà. Moi, je trouve que c'est l'évolution logique. Et je trouve la démarche de Mbappé plutôt intéressante et bonne. Globalement, en plus. Tout en sachant en plus que lui est plutôt légitime. Parce que, comme tu l'as dit, il reverse déjà une partie de ses primes à des associations, à des clubs, etc. Donc, il est bien placé pour être crédible, en tout cas, dans ce discours-là. Et justement, Nico, ce qui est intéressant dans ce que dit Yacine, c'est aussi la Noël Le Graët. On a vu qu'il acceptait de discuter, etc., avec l'avocate de Kylian Mbappé et le joueur pour revenir sur cette convention, sur le fait de mettre peut-être en place une clause de conscience, un droit de regard sur les publicités, etc. Est-ce que aussi, c'est pas parce que le poids d'Mbappé et le fait que voilà, il a un certain statut évidemment en équipe de France qui fait que les lignes peuvent bouger. Et on parle de Mbappé qui prend énormément d'importance en équipe de France, en Paris Saint-Germain et dans son image, et ça joue aussi également le fait que ce soit Kylian Mbappé qui refuse de participer à ça et qui fasse bouger les lignes, Nico. C'est sûr que si c'est Saliba ou Guendouzi qui refusent d'aller à une opération avec les sponsors, ça se passe pas de la même manière, et je pense qu'ils quittent le rassemblement une heure après. Donc évidemment que le statut de Mbappé a permis de ça. Moi, j'ai pas entendu tout ce qu'a dit Yacine, du coup j'ai des petits problèmes de coupure, mais moi, sur le fond, je trouve que ce qu'il fait, c'est intéressant d'engager ce genre de discussion parce qu'effectivement, je peux concevoir tout ce qu'il dit. Par contre, sur la forme, je trouve que c'est pas bien sur la forme parce que faut aussi se mettre du point de vue des sponsors. Tu as des gens qui payent beaucoup d'argent, tu as une fédération française qui est en grande difficulté financière depuis plusieurs années
Et voilà, quand tu as signé avec les sponsors, tu as aussi signé avec l'image de Mbappé. Donc, il y a aussi un moment, il faut aussi être en mesure de répondre aux contrats qui ont été signés. Donc voilà, je trouve que sur la forme, c'est un peu maladroit. Après, ça va faire bouger les choses, évidemment, parce que la Fédération française et l'équipe de France ne peuvent pas se fâcher avec leurs meilleurs joueurs. Donc, évidemment, qu'ils vont très rapidement négocier. Et visiblement, ça faisait 3 ans en plus que ça durait, ces histoires. Donc, c'est pas un sujet nouveau. Donc écoute, moi, ça explique peut-être aussi sa réaction. Ça veut dire que si ça fait 3 ans qu'on ne les écoute pas, peut-être qu'il s'est dit, bon, maintenant, je vais marquer le coup parce qu'ils veulent rien entendre. Pour ça, Nico, c'est peut-être plus dans ce sens-là que Kylian Mbappé l'a fait. Il l'aurait pas fait, peut-être, je pense, comme ça, du jour au lendemain, de se dire, bah non, j'ai pas envie, là, cette semaine, j'y vais pas. Je pense qu'il y a une discussion, mais qui n'aboutissait pas. Il a voulu, comme dit Yacine, marquer le coup. Ouais, non, mais c'est sûr que c'est ça. Je dis, ça faisait 3 ans apparemment que le sujet avait été engagé. Après, voilà, écoute, le droit à l'image est quand même très particulier et je pense qu'effectivement, tous les joueurs ont le droit d'être sensibles aux marques pour lesquelles ils posent. C'est même normal. Voilà, moi, ça m'a fait un peu sourire parce que on a souvent vu Mbappé poser sur des publicités de paris sportifs notamment. On connaît aussi les ravages du pari sportif, mais c'est avec toi quelque chose qui ne lui pose pas problème avec le PSG. Bon, écoute, il est contre la malbouffe, tant mieux pour lui. C'est une cause visiblement qui le tient à cœur et c'est tout en son honneur. Après, je te dis, voilà, moi sur la forme, je trouve qu'il faut faire attention parce que tu as aussi des gros sponsors derrière et eux, les sponsors, quand ils ont signé leur contrat, on leur a pas dit, attention, peut-être que l'image ne collera pas avec un joueur. Donc, en tout cas, ça va faire bouger les choses. En tout cas, c'est une bonne chose. Et puis évidemment, encore une fois, je leur dis, heureusement que c'est Mbappé qui fait ça parce que je vous raconte pas le bordel si c'est un autre joueur que Mbappé. Mais je pense que justement, ce que dit Nico sur la fin, c'est intéressant parce que là où Noël Le Graët est obligé d'arrondir les angles pour l'instant, c'est qu'il sait très bien que un sponsor, quel qu'il soit, hein, en équipe de France, Mbappé, il a 23 ans. Il y a toujours des appels d'offres tous les 2-3 ans, ça dépend des contrats. Le truc, c'est que si tu dis à telle marque, qui vient à un moment donné se mettre dans la course, tu lui dis tous les joueurs sélectionnés, vous pouvez les avoir parce que c'est dans le contrat. Bah, le mec, il va peut-être mettre 25 millions. Si tu lui dis, ok, mais si les joueurs ont désormais le droit de refuser, il y a de grandes chances que ça ne monte pas à 25. Donc, Noël Le Graët, il est obligé pour l'instant d'essayer d'arrondir les angles et d'essayer de limiter la casse parce qu'en fait, c'est aussi lui l'image qu'il va renvoyer auprès des sponsors en disant, ok, vous allez mettre de l'argent. Par contre, moi, je ne vous promets pas d'avoir Mbappé, Griezmann, Benzema. Voilà, c'est eux qui décident. Et peut-être qu'à un moment donné, effectivement, vous allez vous retrouver avec Kimpembe, Saliba. C'est quand même pas le même impact. Donc, voilà, il va y avoir, c'est un moment un peu charnière aussi de tout ce qui se passe économiquement autour de l'équipe de France et des joueurs de l'équipe de France. Mais ça, tu pourras pas le faire, Yass. Tu pourras pas dire à un sponsor qui va arriver, bon bah voilà. Par contre, vous, c'est de la malbouffe, donc voilà la liste des joueurs potentiels que vous aurez. Exactement. Déjà, tu peux pas le faire parce que tu sais pas les joueurs qui seront sélectionnés à tel moment. Voilà. T'as des mecs, ça va être très compliqué à gérer. Et moi, il y a 2 petites choses qui m'ont, pas gêné, ce serait un bien grand mot, mais dans l'interview de l'avocate de la famille Mbappé, la première chose, c'est qu'elle dit qu'effectivement, elle se rend compte que ce sont toujours les mêmes joueurs qui sont sollicités par les sponsors, mais j'ai envie de te dire, bah ouais, encore une fois, c'est normal, quoi. Quand tu mets beaucoup d'argent, tu t'appelles KFC, par exemple, et qu'on te dit, vous pouvez prendre 5 joueurs sur votre pub, vous allez prendre qui? Qui va prendre Hugo Lloris, Alphonse Areola et Saliba? Enfin, tu vois, c'est logique que des mecs comme Mbappé, Griezmann, Pogba soient beaucoup plus sollicités. Alors, peut-être qu'effectivement, ils méritent par rapport à ça un meilleur retour financier. Peut-être que c'est une des pistes à étudier. Et puis, la deuxième chose qui m'a aussi interpellé sur l'interview de l'avocate, et c'est là où je me dis que le côté je suis gêné par la marque, j'ai envie de mettre un bémol et j'ai un léger doute là-dessus, c'est qu'elle parle à un moment des maillots qui sont vendus par la Fédé avec les flocages et elle explique voilà, le maillot qui est floqué Mbappé qui est vendu 30 ou 40 fois plus que le maillot floqué à Areola, pardon, je veux pas marchander contre lui, bah ce serait normal que Mbappé il touche de l'argent là-dessus, tu vois. Donc voilà, le côté la marque me gêne, je veux bien l'entendre. Mais je pense que derrière tout ça, il y a aussi beaucoup d'aspects financiers et même si derrière, encore une fois, il reverse tout ce qu'il gagne en équipe de France et c'est magnifique de faire ça. Mais en gros, tu sens quand même que le message pour moi, c'est bon voilà, vous nous exploitez beaucoup, ok pour vous donner beaucoup, mais il va aussi falloir qu'on touche beaucoup, quoi. Voilà, moi c'est comme ça que je le ressens en tout cas. Et justement, je vais aller voir Samy pour poursuivre le débat. Donc, on parlait de mettre en gros, dans les revendications de l'avocat d'Mbappé, c'était mettre en place une clause de conscience, un droit de regard sur les publicités. Son message, c'était les messages que
les messages que veut porter un joueur peuvent devenir inaudibles, voire totalement contradictoires. En prenant l'exemple, je vous citais tout à l'heure, que Mbappé est engagé avec une marque de nourriture bio afin de porter les bons messages vers les plus jeunes. Et donc, dans ce que tu parlais, Nico, je vais réagir avec Samy dessus, pouvoir bénéficier de l'argent de la vente des maillots et être libre de son utilisation. Elle dit, si on met le nom du joueur sur le maillot, il devrait toucher quelque chose. La possibilité de pouvoir faire profiter de cet argent au football d'en bas ou à des associations est une revendication que porte Mbappé, qui reverse déjà ses primes en équipe de France, comme lors du Mondial 2018 avec l'association Premier de Cordée. Et il y avait autre chose aussi qu'elle expliquait. Moi, c'est ça qui me pose le plus de soucis, c'est avoir plus de liberté sur les interventions dans les médias. Elle dit, l'avocate, que les joueurs devraient pouvoir choisir quand et où ils souhaitent pouvoir s'exprimer, parce qu'en gros, dans la convention signée actuellement, ils doivent pouvoir répondre à toute question de toute média. Donc, voilà, elle dit qu'il faudrait reconnecter cette convention avec le monde d'aujourd'hui. Mais voilà, sur ça, Samy, sur toutes ces demandes, on va dire, de l'avocate d'Mbappé, avec lesquelles tu es peu d'accord, pas d'accord. Moi, j'avoue que la dernière me gêne un peu de dire, en gros, on sait que les joueurs partent déjà pratiquement nulle part, surtout des joueurs comme Mbappé, et qui choisissent leur interview. Si en plus, en équipe de France, ils veulent dire non, je veux pas tel média, ça devient compliqué. Moi, ça me choque pas, honnêtement. Je veux dire, non, mais c'est vrai. Après, globalement, je suis plutôt d'accord avec ce qui a été dit aussi par son avocate. Je trouve que bon, encore une fois, je trouve ça plutôt transparent. On le sait, c'est pas pour s'enrichir sur ce coup-là. Donc, moi, ça me choque pas trop. Je trouve ça totalement légitime. Moi, j'ai toujours trouvé ça bizarre, de toute façon, les pubs, justement, parce que il y a des joueurs, il y a des grands joueurs qu'on est habitué à voir avec certaines marques. Et c'est vrai que quand on les voit parfois avec des pubs, ça fait un peu plus cheap, quoi. Les pubs avec l'équipe de France, tu les vois. Non, mais c'est vrai, tu les vois, je sais pas, faire une pub pour le PMU ou. C'est sûr qu'Mbappé, il est avec Hublot déjà la marque. Il y a des choses. Ouais, il y a des choses. C'est vrai que moi, ça me faisait tilter. Et je trouvais déjà que voilà, ces contrats un peu, on va dire globaux, qui englobent tous les joueurs. Je trouvais ça assez étrange et voilà, il y a un joueur qui enfin s'est manifesté. Maintenant, moi, franchement, sur son explication de la marque ne correspond pas à mon image. Encore une fois, hein, moi je pars du principe que je crois ce que nous dit cette avocate et je crois je crois au dire de Mbappé, quoi. Je me dis qu'il dit la vérité. Donc c'est vrai que là, moi ça me choque pas. Hein. S'il veut choisir avec quelle marque s'acoquiner, c'est son droit. C'est son droit. Le gars il a un plan de carrière. Mais après on dit Mbappé, mais c'est peut-être pareil aussi parce que peut-être que voilà Griezmann ou Pogba qui aussi sont des grosses machines marketing et publicitaires, peut-être que eux aussi pensent la même chose et n'avaient pas osé le dire auparavant. Voilà, maintenant Mbappé, on sait que c'est le prototype du joueur moderne. Lui, peut-être que voilà, il veut que ça aille plus vite, il veut que ça bouge. Il est conseillé aussi par une multitude de gars, de gens qui sont connectés, qui ont des techniques assez agressives. Donc lui a parlé. Je pense que ça peut bénéficier aussi à d'autres footballeurs. Donc sur cette question-là, moi ça me choque pas. Après sur le truc des maillots, sur l'histoire des maillots, personnellement, j'en sais pas assez sur cette histoire pour m'exprimer. Mais encore une fois, hein, si c'est transparent et que c'est pas non plus pour faire de l'argent et s'enrichir, ça me choque pas non plus. C'est une question de logique tout simplement. On le sait aujourd'hui et Nicolas l'a dit tout à l'heure. On sait qu'aujourd'hui, ce qui fait vendre en équipe de France, ce sont les meilleurs, c'est les joueurs les plus exposés et les meilleurs joueurs, c'est Pogba, c'est Mbappé, c'est Griezmann. C'est sûr que c'est pas Léo Dubois ou Jonathan Klaus, même si on l'aime beaucoup, il est très mignon. C'est pas eux qui font vendre des maillots. Donc c'est vrai que là aussi, ce serait bien d'avoir un au ratio, quoi. Ça peut être aussi intéressant. Nico, tu voulais intervenir? Non, juste, en tout cas, ce serait un sujet très délicat, encore une fois, je le redis, parce que déjà, les contrats signés aujourd'hui, c'est difficile de revenir dessus, parce que les marques vont pas vouloir. Et puis, en plus, c'est délicat parce que l'impact des joueurs comme ça sur des marques, il est colossal. Rappelez-vous, c'était pendant l'Euro, quand Ronaldo, il enlève la bouteille Coca-Cola, parce qu'il veut pas que son image soit associée à Coca-Cola. Ça fait un bordel monstre. Parce que Coca, sponsor de l'Euro, la marque Coca, je sais plus combien ils ont pris en bourse, mais ils ont chuté à cause de ça. Enfin, toi, les marques, ils marchent aussi sur des œufs avec les joueurs comme ça, parce que ça va au-delà du simple sponsoring, quoi. T'as des mecs comme ça aujourd'hui, quand ils font de ce genre de choses, ça a vraiment beaucoup de poids. Et Mbappé aujourd'hui, il est dans la même catégorie que Ronaldo, je pense. Donc oui. ouais, la Fédé va avoir, à mon avis,
bonnes réunions dans les prochaines semaines si les choses doivent bouger, mais ça va être, à mon avis, très compliqué de régler ce problème à court terme et surtout avec les contrats actuels. Et vas-y, Yacine. Juste, en fait, pour rebondir une dernière fois sur l'histoire des maillots, là où c'est compliqué sur l'histoire des maillots, c'est qu'encore une fois, les maillots, les pourcentages, ils varient en fonction du club, en fonction de l'équipe nationale. Il n'y a pas de problème, c'est-à-dire que tu prends entre 5 15% sur la vente des maillots, mais ce n'est pas énorme. En fait, la vente des maillots, plus il y en a, et plus elle te permet de renégocier en fait, le montant du sponsor à la hausse. Comme le PSG, c'est-à-dire que le PSG était avec Nike pour 30 millions. Une fois qu'ils ont fait grandir la marque et qu'ils ont vendu 10 ou 20 ou 50 fois plus de maillots qu'avant, en fait, c'est pas sur la vente des maillots qu'ils récupèrent, c'est que Nike maintenant signe un contrat avec le PSG à 75 millions d'euros. Donc, si tu veux, là c'est pareil, c'est-à-dire que les ventes de maillots, que ce soit Mbappé ou pas, en fait la Fédé, ça change rien pour eux. Et quelque part, c'est aussi ce qui va permettre à la Fédé de renégocier avec Nike en disant, regardez, depuis 4 ans, en fait, ils s'en foutent d'avoir vendu 25 millions de maillots Mbappé. Eux, ce qu'ils vont faire, c'est dire, nous maintenant, on vend 80 millions de maillots en 4 ans, on est dans le top 3 des sélections mondiales, donc le contrat, c'est plus 40, c'est 55, tu vois. Donc ça aussi, c'est compliqué, parce que c'est des montants globaux, c'est pas juste de dire, c'est le maillot Mbappé, vous prenez 5%, le maillot Klose, vous prenez 3%. Tu vois, c'est pas comme ça que ça se juge. Donc c'est dur aussi de dire à quelqu'un, aux autres sélectionnés, Mbappé va toucher parce que lui, on vend 2 millions de maillots et vous en vendez que 25 000. Tu vois. Malgré tout, ça reste l'équipe de France aussi. Ouais, mais les chiffres parlent. À un moment donné, je pense aussi je pense que les joueurs en ont conscience quand même, non? Oui, mais je pense que, tu vois, un joueur, ils doivent aussi avoir un peu d'humilité. Ils le savent que Mbappé c'est la star et que c'est lui qui vend le plus. À un moment donné, il va. Ça, bien sûr. Tu vois, c'est même limite malhonnête de leur part. S'ils sont pas contents, s'il y a changement et qu'ils grognent, là c'est malhonnête de leur part. C'est-à-dire que le gars qui en vend, comme tu dis, 25 000, et en gros, moi j'en vends 25 000, mais je vais avoir les mêmes résultats qu'un mec qui en vend 2 millions. Tu vois, Non, mais malgré tout, on parle encore une fois de la sélection. Je disais, ça permet de renégocier globalement le truc. C'est aussi le confort qu'a la sélection française. C'est aussi grâce. Alors, à ce moment-là, il faut remonter en arrière. Grâce à qui l'équipe de France en est là, comment ça s'est passé, tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, il y a tout ça. Quand Nike rachète le contrat Adidas en 2010, je crois, un truc comme ça, c'est aussi parce que l'équipe de France a une image à ce moment-là. Donc, tout le monde en a profité. Tu vois, c'est pas. Voilà, je pense que le club et la sélection, malgré tout, il faut quand même faire un peu une différence. On n'est pas tout à fait dans la même chose. Voilà. Je ne pense pas que tu puisses demander la même chose. Voilà. En tout cas, sujet et débat intéressant et on voulait en parler aujourd'hui dans le podcast. Mais c'est vrai que pour terminer là-dessus, et Nico t'en parlait tout à l'heure sur le fait que tu n'étais pas trop d'accord sur la forme, apparemment, d'après le papier de l'équipe, il y avait des joueurs qui étaient un peu contre la décision d'Mbappé et qui ont pris un peu cette réaction comme un comportement un peu soliste et qui n'ont pas trop apprécié en tout cas qu'Mbappé ne vienne pas et se présente pas. D'ailleurs, il y avait Pogba et Varane, je crois, qui sont venus lui parler dans la chambre pour essayer de comprendre pourquoi il avait fait ça, etc. Bon, non, mais juste pour finir, ce sujet-là, évidemment que les joueurs ils en ont parlé entre eux. C'est pas tombé là comme ça par miracle. J'imagine que ça fait plusieurs rassemblements qu'ils ont déjà dû négocier, discuter de ça entre eux, les joueurs. Et je pense qu'effectivement, le fait que Mbappé prenne cette décision tout seul, comme ça est le cas visiblement, ça a dû énerver les autres cadres qui étaient impliqués dans les discussions. Donc, j'ai dit, moi, la forme, effectivement, j'ai pas aimé la forme, hein, vraiment, très clairement. J'ai trouvé que ça donnait vraiment l'image de, pas égoïste, mais tu sens qu'il est à part, en fait. Tu sens qu'il a un statut à part. Après, malheureusement, ce statut, il existe par rapport aussi aux performances. Donc, mais voilà, j'ai pas aimé la forme, en tout cas. En tout cas, c'était intéressant de revenir sur tout ça et on verra comment la situation évolue avec cette convention entre les joueurs sélectionnés et l'équipe de France. Revenons aux résultats des Parisiens avec leur sélection. Bon, 2 joueurs dont je vais juste donner les résultats, mais on va pas revenir dessus parce que je pense que personne n'a trop vu les matchs. L'Allemagne de Attends, on a fini sur l'équipe de France? Oui. Alors, juste un dernier mot sur l'équipe de France. Vas-y. Parce qu'il y a des joueurs qui prennent des positions des fois par rapport à des événements. Et moi, j'aurais bien voulu que les joueurs de l'équipe de France concernés par le football prennent position sur ce qui s'est passé à Melun, l'agression de l'arbitre qui a été filmée. Parce qu'il serait temps aussi que c'est bien beau de récupérer de l'argent des petits qu'on fait briller, à qui on vend du rêve avec les chaussures et compagnie. Mais ce serait bien aussi de parfois se positionner sur des valeurs que le football
représente ou devrait représenter. Encore une fois, je ne dis pas qu'il faut absolument dire à chaque événement prendre position. Il y a quand même des événements qui sont plus marquants que d'autres. Et aujourd'hui, on est dans un monde de football amateur qui souffre, qui est gangréné par la violence à chaque match. L'événement de Melun, c'est juste un événement de plus, mais qui a été filmé en fait. Voilà, en fait, ça arrive tous les week-ends, sauf que là, il y a une vidéo, quoi. Voilà. Et ce serait bien aussi de temps en temps que les joueurs de l'équipe de France se positionnent là-dessus. Parce que c'est là aussi où ils ont valeur d'exemple. C'est là aussi où ils peuvent faire prendre conscience. Alors encore une fois, ça sera limité parce qu'on sait très bien que c'est une question sociétale. Mais malgré tout, de dire un mot parce que sans arbitre, il n'y a pas de football. Et il y a plein de matchs de jeunes aujourd'hui où il n'y a pas assez d'arbitres. Et on est arbitré par des dirigeants du club qui reçoit, avec tous les problèmes que ça comporte. Donc à un moment donné, il va falloir prendre conscience aussi que oui, effectivement, on a tous joué et on a tous eu à un moment donné la haine d'un arbitre. Voilà. C'est comme ça pendant un match, etc. Maintenant, de là, aller le frapper dans un match de 2e division de district, c'est-à-dire que tu joues même pas ta vie. Vous, ouais. Les gars, juste ce match-là, là, même si vous montez en 1re division de district, ça ne changera pas vos vies, d'accord? Il ne se passera rien. Voilà. Le lundi, vous irez au taf comme tout le monde. Donc voilà, moi j'aimerais bien aussi que de temps en temps, ils se positionnent là-dessus, parce qu'on a déjà une fédé qui est aux abonnés absents. Voilà, tous ces mecs-là ont joué dans le football amateur. Ce serait bien que de temps en temps, quand même, ils essayent d'alerter sur ce qui se passe ou prendre une position un peu plus... Voilà. Tu as raison, Yacine, de le dire. En tout cas, le message est passé. Et brillante intervention, Yacine, à France 3 Paris, hier, où tu es venu justement pour parler de l'événement de Melun. Et en même temps, parce que c'est un sujet que tu abordes dans ton livre, Les hors-jeux du football français. Un petit plus beau passage. Si vous ne l'avez pas lu ou acheté, ou que ces thématiques vous intéressent, achetez le livre de Yacine, Les hors-jeux du football français, qui est toujours disponible évidemment sur tous les sites. Avec une chemise, mais apparemment ça plaît pas à Nico que j'aille avec des chemises sur les plateaux. Si. Oui, c'est pas. Nico, il a fait. Alors, je vous explique pourquoi. Parce que Yacine, il a fait un tweet hier en disant quand Yacine il est sur le podcast avec nous sur Paris United, petit polo, etc. Enfin voilà, pas trop habillé. Et là, sur le plateau hier, il avait pull, chemise. Ça fait quoi? Non, mais je fais ça parce que j'ai reçu énormément de messages privés en me demandant Nico, on a vu un mec sur la France 3. Mais on n'est pas sûr que ce soit Yacine, on ne le connaît pas. Et effectivement, j'ai regardé, j'ai vu un mec en chemise avec un petit pull de Versaillais. Là, je me suis dit, mais c'est bien Yacine. J'ai bien regardé. Puis du coup, c'est quand ils ont mis son nom, j'ai dit, bah ouais, c'est lui. Donc c'est tout. Après, moi, j'ai rien contre les petites chemises. Hein. Tu aurais dû venir comme tu es sur le podcast avec un maillot du PSG à l'ancienne. Voilà. Non, mais tu as raison, Yacine. Tu étais bien sapé pour l'occasion. Tu avais raison. Poursuivons donc sur les Parisiens avec leur sélection. Je le disais, on referme le chapitre équipe de France. L'Allemagne de Thilo Kehrer et Julian Draxler. Premier match gagné, victoire 2-0 contre l'Israël. Et un but partout contre les Pays-Bas hier de Wijnaldum, évidemment, et deux sélections déjà qualifiées pour la Coupe du Monde. Et on aura l'occasion de revenir notamment sur Julian Draxler tout à l'heure, qui a évoqué ses envies de départ du Paris Saint-Germain pour cet été. Draxler qui était titulaire, qui a joué 90 minutes contre l'Israël, et d'ailleurs qui était content d'avoir un peu de temps de jeu. Et Kehrer titulaire seulement contre les Pays-Bas, il était rentré aussi. Donc voilà des minutes du temps de jeu pour les deux Allemands. Poursuivons avec maintenant les barrages de qualification pour la zone Europe, mais là voilà du coup avec des matchs avec de l'enjeu, notamment le Portugal de Danilo Pereira et Nuno Mendes. L'enjeu évidemment voilà c'était de se qualifier tout d'abord en demi-finale dans ce mini tournoi contre la Turquie qu'ils ont fait. Ça a été compliqué, notamment ce penalty manqué de Burak Yilmaz qui aurait pu faire changer les choses, et puis une victoire plus tranquille hier contre la Macédoine du Nord 2-0 qui a éliminé l'Italie. Le Portugal, voilà, c'est chose faite. Samy pour le Portugal. Bruno Fernandes et Cristiano Ronaldo ont été au rendez-vous. Mais c'est vrai qu'on parlait de l'Italie tout à l'heure avec Verratti et Donnarumma, mais ils auraient pu aussi se faire surprendre par la Macédoine du Nord, mais au final, ça a été plus facile qu'il n'y paraissait hier, en tout cas, par rapport à l'Italie qui a eu toutes les peines du monde à battre la Macédoine du Nord et qui n'a pas réussi d'ailleurs. Ouais, après, moi je pense que c'est les Portugais qui se sont rendus la tâche facile. Franchement, c'était pas évident au début de ces barrages. Après, que l'Italie, qu'ils se prennent la Macédoine sur la finale du barrage, c'est pas de leur faute. Eux, ils ont rien demandé. Eux, ils ont joué les matchs qu'on leur a présentés. Et je trouve que les Portugais, que ce soit le match contre la Turquie que j'ai bien vu, et j'ai vu d'un œil le match contre la Macédoine, globalement, c'était quand même très maîtrisé. Alors encore une fois, il n'y a pas eu non plus des envolées extraordinaires, même si je trouve quand même que sous Fernando Santos, il y a eu quand même des compositions d'équipe assez attrayantes,
Et c'était assez rare quand même ces derniers temps du côté du Portugal. Et puis surtout, voilà, il y a eu quand même quelques beaux mouvements offensifs. Parce que le 2-0 ou le 3-1, c'est quand même généreux. Et ils auraient pu en mettre plus. Donc moi je trouve que ça a été très bien géré. En plus on a eu nos Parisiens qui étaient présents, notamment Mendes et Danilo, qui ont réussi des performances plus qu'honorables. Je trouve que Danilo sur les 2 matchs, tu sens quand même, je trouve que tu sens quand même c'est un cadre de cette équipe quand même. C'est quand même dans le comment dire dans la rencontre, c'est le joueur qui va calmer, c'est le joueur quand même qui fait quand même. Parce que même si on aime bien le Charrier, forcément, quand on le voit au PSG avec tous les grands joueurs autour et tout ce qu'on attend de ce Paris Saint-Germain-là, on trouve que le joueur fait un peu tâche. C'est souvent facile de taper sur lui, mais dans l'absolu, c'est un joueur quand même plutôt sérieux et qui généralement essaye de faire le moins de déchets possible. Et en équipe du Portugal, notamment dans ce poste de défenseur central, moi j'ai trouvé très intéressant. Hier, il était associé à Pepe. Lors du premier match, il était associé à Fonte. Donc, c'est quand même aussi un signe que Fernando Santos ait préféré sortir Fonte parce que Pepe était suspendu pour le match contre la Turquie. C'est un signe fort aussi de la part de Fernando Santos par rapport à Danilo, de confirmer Danilo à ce poste de défenseur central et de faire revenir Pepe. Donc voilà, il a été quand même assez important lors de cette double confrontation. Même pour un joueur comme Mendes, par exemple, jouer ce genre de match avec voilà une pression énorme, tout un pays. Bon après, ils avaient quand même la tâche facilitée en jouant les 2 matchs à domicile au stade des Dragões à Porto. Mais quand même, ce sont des événements, ce sont des matchs qui comptent dans la carrière d'un joueur, et notamment un joueur comme Mendes, ça va lui apprendre et ça va lui servir pour le reste. Donc je trouve qu'en tout cas, pour nos Parisiens du côté du Portugal, le bilan, il est quand même très positif. J'espère que ça va les faire revenir en club avec un élan et une dynamique intéressante. S'il y en a bien, je pense, Yacine, sur lequel on n'a pas trop de doute, c'est Nuno Mendes. Hein. Sur l'investissement et l'envie, c'est un des qui répond le plus présent, et je pense pas que c'est lui qu'on en veut. C'est vrai que je vais redonner le 11 du Portugal, Yacine, dont parlait Samy, Danilo Pereira qui a joué 2 fois en défense centrale. Bon, on a l'habitude aussi de le voir à ce poste-là, Yacine, parce que quand, même si c'est une défense à 2, des fois il a tendance à s'intercaler entre les 2 défenseurs centraux ou côté droit pour aider un peu son latéral. Hier, la composition, c'était le gardien du FC Porto, Diogo Costa, qui était titulaire, et non José Sa, qui était sur le banc. Danilo, donc Pereira et Pepe en défense centrale, Nuno Mendes à gauche, Cancelo à droite, milieu de terrain, Moutinho, Otavio, le milieu de Porto qui a été très très bon et qui commence à s'installer dans ce milieu de terrain avec Bruno Fernandes, et une attaque Bernardo Silva, Diogo Jota, Cristiano Ronaldo. Il y a de quoi avoir peur pour l'équipe de France au mondial aussi, Yacine, par rapport à l'équipe de Fernando. Alors, c'était un peu le problème du Portugal, c'était qu'ils avaient du mal à jouer ensemble, etc., et de constituer un 11 cohérent. Et là, en tout cas, hier, et sur les 2 confrontations, le Portugal a été intéressant, Yacine. Oui, après, je pense que c'est surtout l'animation, parce que finalement, ils n'ont pas réellement joué avec 3 joueurs. Ils ont joué un peu plus en losange. Bernardo Silva, il venait plus à l'intérieur, et Ronaldo se repositionnait dans l'axe. Donc, c'était un peu une animation, pas vraiment 4-3-3. Ça dépendait sur les phases défensives, offensives. Bref, il y a eu beaucoup de mouvements, et je trouve que c'est là où le sélectionneur a évolué par rapport à son immuable 4-3-3 de l'Euro, où ça bougeait pas, où tout le monde était bien positionné. Avec son double pivot horrible tout le temps. Voilà. Il y a une animation. Il y a une animation qui est complètement différente depuis 2 matchs. Voilà. Après, sur l'histoire de la Macédoine, je pense surtout que l'élimination de l'Italie, elle a permis aussi au Portugal. Alors attention, c'était un match de barrage décisif, donc il les aurait pas pris de haut. Mais elle a ajouté un peu plus à l'alerte. En gros, bon, pour ceux qui ont vu le match, je pense qu'on y reviendra rapidement après, mais l'Italie, c'est toujours pareil, c'est le foot, mais c'est pas possible de pas gagner ce match. Malgré tout, tu le gagnes pas. Et je pense que ça a alerté aussi le Portugal en se disant, les gars, va falloir finalement encore un peu plus concentrer. En tout cas, on est préparé à pas les laisser, à leur laisser une demi-occasion, parce qu'ils sont capables. Donc voilà, je pense qu'après, ils ont fait le taf. Voilà, c'est bien pour Danilo, parce que Danilo, on l'a dit, hein, même si c'est un peu par défaut, mais depuis plusieurs semaines, lui au PSG, il fait ses matchs, il est sérieux, voilà. C'est un soldat. Et pour Mendes, parce que ça va lui permettre aussi de progresser. Il a déjà beaucoup progressé cette saison, et ça va lui permettre encore d'acquérir de la confiance, de continuer à progresser, de jouer des matchs de très haut niveau. Voilà, il joue quand même un match décisif même s'il n'est pas souvent titulaire en équipe du Portugal, hein. Mais là, il est titulaire dans un match décisif. Donc voilà, c'est très bien pour lui, c'est très bien pour le PSG. Maintenant, le PSG, Mendes, il appartient pas au PSG encore.
Oui, il est prêté avec option d'achat. D'ailleurs, le PSG essaierait de baisser l'option d'achat, c'est ça, hein. Ouais, qui est à 40 40, millions. non? Ouais. Voilà. On va voir, mais en tout cas, bon, moi je dirais au PSG, mettez-les parce qu'il les vaut. Il les vaut. Passons à l'Italie, Nico. Voilà, Yacine commence à en parler. La grosse sensation de cette trêve internationale, c'est l'élimination donc de la Nazionale par la Macédoine du Nord jeudi dernier, défaite 1-0 en toute fin de match. Grosse désillusion pour la troupe de Roberto Mancini. L'Italie absente pour la deuxième fois consécutive de la Coupe du Monde, une première dans son histoire. Nico, c'est vrai que c'est ça qu'on retient. S'il y a des faits marquants dans cette trêve internationale, c'est l'élimination de l'Italie. Il ne sera pas en Coupe du Monde 2022. Ouais, enfin, c'est surtout l'élimination d'Italie par la Macédoine du Nord. Parce que bon, le Italie-Portugal, il promettait beaucoup et il y avait forcément un gros et un des deux derniers vainqueurs de l'Euro qui sortait. Donc, je pense que si l'Italie avait été éliminée hier contre le Portugal, ça aurait eu moins d'impact. Là, c'est sûr que se faire éliminer par la Macédoine du Nord, après un match comme ça, en plus, comme le dit Yacine, il y a plus de 30 tirs, il y a un nombre de centres, c'est le braquage absolu. Donc, évidemment, je pense que c'est le fait marquant de cette semaine de barrage de la Coupe du Monde. Ouais, c'est cette défaite italienne. Et puis pour le PSG, c'est pas une bonne nouvelle, même si c'est une fin de saison avec peu d'enjeux. Mais on va récupérer deux grands malades mentaux là. Ils vont pas être bien les deux, hein, le Verratti, puis surtout Donnarumma qui est pas au mieux. Qui a été bien tensé par la presse italienne sur le but concédé contre la Macédoine du Nord, en disant qu'il pouvait l'avoir. Et hier, apparemment, il y a un but qui prend entre les jambes. Le premier, ouais. Le premier. Ouais. Et en plus par un Marseillais, par Under. Oui, par double sanction. Après, le but d'hier, le premier, j'ai pas vu le deuxième par contre, mais le premier, c'est pas une erreur de Donnarumma. Par contre, effectivement, c'est une frappe de près entre les jambes. Bon, voilà, il la touche, mais il la sort pas. Et puis le but qu'il prend contre la Macédoine, on en a déjà parlé un peu sur les réseaux sociaux, mais moi je trouve que lui tomber dessus pour ce but, ça me semble tellement absurde. D'accord avec toi. Franchement, si ça c'est une erreur de la part du gardien, alors oui, il n'est pas décisif, mais je pense que 99 gardiens, tu les mets sur 100, prennent le but, quoi. La frappe, elle est juste limpide. C'est comme ça, donc. Mais bon, voilà, les joueurs du PSG. Les Italiens l'ont encore mauvaise qu'il ait quitté l'Italie, donc voilà, je pense que faut pas chercher plus loin les critiques, quoi. Mais oui, il est pas dans une bonne période de toute façon, Donnarumma. Mais je pense que le match de Madrid, ils veulent le traîner encore pendant quelques semaines. J'espère juste qu'il va pas nous faire une Kerrer comme le post-Manchester, à nous traîner ça pendant 18 mois. Donc j'espère qu'il va vite être bien protégé, vite se reprendre. Mais bon, j'ai pas trop d'inquiétude par rapport à ça. Et puis Marco Verratti qui a quitté la sélection plus tôt, Samy, et qui est rentré à Paris car, je cite, il était fatigué et il n'a pas joué hier contre la Turquie. Victoire dans un match qui ne sert absolument à rien. Oui, mais ça déjà, ce match, je sais même pas. Je comprends. Ce match, c'est pour la 3e place du non qualifié pour la Coupe du Monde. Ouais. Ça ne sert absolument à rien. Ah ouais, non mais j'ai pas compris. Ça, c'est hallucinant parce qu'en plus, comment, tu vois, c'est encore une fois, bref, une confédération peut s'imaginer que des joueurs qui viennent de perdre un match de demi-finale de barrage, donc ils vont pas à la Coupe du Monde, peuvent être capables de jouer un match qui ne sert à rien. C'est extraordinaire. De toute façon, personne n'avait. Quand tu vois le 11, de toute façon, il a fait tourner à fond à Mancini. Le 11 de l'Italie, donc il y avait Donnarumma au goal, Chiellini, Acerbi sur les côtés, Birarghi, De Sciglio, un milieu de terrain Cristante, Tonali, Pessina, et devant Scamacca, Zaniolo et le très en forme Giacomo Raspadori, l'attaquant de Sassuolo, qui a marqué un doublé. Donc ça a permis à certains Italiens de se montrer, mais en tout cas, ceux qui étaient concernés par l'élimination contre la Macédoine n'ont pas du tout voulu jouer, je pense. Ah bah t'imagines, non, mais, déjà c'était Courtois qui se plaignait du match de la 3e place en 2018, disant que voilà, alors que t'es dans la Coupe du Monde, hein, là par contre il y a un classement, tu vois. Oui. Ah, voilà. Même si j'étais déjà d'accord avec ce que disait Courtois par rapport à la 3e place, au moins tu te dis bon, t'es dans le tournoi, ok, t'as la décision de pas aller en finale, mais là, tu joues quoi. C'est vrai que moi j'ai trouvé ça étonnant de les voir s'affronter, mais des deux côtés, hein, turc-italien, voilà, tu rentres chez toi, tu digères le truc, tu passes à autre chose. Tu vois, toi, imagine l'Algérie, elle va jouer un match dans 4 jours, là, alors que tu es éliminé. Non, mais c'est vrai, c'est exactement le même principe, tu vois. Et même pour les supporters, à un moment donné, tu fais une overdose, tu es éliminé, t'as pas envie de voir ton équipe rejouer 3 jours après. C'est vrai que j'ai pas compris. Ils auraient pu essayer de s'éviter ça et de s'éviter de fatiguer leurs joueurs, de laisser tout le monde un petit peu aller se remettre
un petit peu, mais c'est vrai que c'était un match qui servait un petit peu à rien. Et concernant nos deux Parisiens, Verratti, lui, il a compris la douille, il s'est arraché direct. Lui, lui, il dit c'est bon, je suis fatigué, je vais rentrer à Paris. Non, mais lui, enfin, je pense, hein. Il était fatigué. Oui, bah oui, non, mais lui, il a compris aussi. C'était un match qui servait à rien. Et pour Donnarumma, il est cassé en ce moment. Il est cassé. Ils nous l'ont cassé. On l'a cassé. Donc, j'espère qu'il sera réparable déjà. Mais il est jeune, donc voilà, c'est mieux que ça arrive maintenant que plus tard. Il faut aussi des bas dans une carrière. En ce moment, il est dans le creux de la vague. Il fallait digérer, que ce soit le transfert à Paris. Je pense qu'il a pris beaucoup dans les dents. Depuis un an, entre son départ d'Italie, il y a eu beaucoup de reproches, l'arrivée dans un nouveau club, la concurrence avec Navas. Je pense que ça doit être quand même si, bon, attention, hein, ça reste un footballeur pro, sa vie est quand même tranquille, mais de manière générale, je pense que ça devait être une année quand même assez difficile pour lui. Donc espérons qu'après, que ça reste plus un mauvais souvenir, mais qu'il apprenne de cela, quoi. On va surveiller quand même Yacine les matchs de Donnarumma, parce qu'il est quand même, Yacine et Nico, Samy et Nico le disaient, il est pas en confiance, et on voit qu'il est fébrile, alors qu'on disait que c'était justement un peu le contraire. Il était en train de prendre le dessus sur Navas avant le match contre le Real. C'était le meilleur au goal, c'était normal qu'il soit titularisé, que Pochettino tranche pour lui. Et puis là, l'impression que les cartes sont rebattues, quoi. Ouais, et puis en plus, moi, comme j'étais au Canada, j'ai eu la chance de voir Costa Rica-Canada dans des heures normales. Et Navas, il a été énorme. Le Canada, ils ont dominé de fou. Et Navas, il a été énorme. Donc c'était drôle en 24 heures en fait de voir ces deux prestations-là de deux gardiens du PSG. Enfin bref, voilà. Maintenant Donnarumma, oui, bien sûr. Mais ce qu'a dit Nico, c'est intéressant sur l'histoire de. Il n'est pas décisif. En fait, le problème, c'est que Donnarumma, faut pas oublier quand même qu'il a longtemps été décisif. Et le truc, c'est que le but, il n'est pas de sa faute. C'est-à-dire que ce but-là, comme l'a dit Nico, c'est 99 gardiens sur 100 qui le prennent. Le problème, c'est que quand il t'a habitué à faire des miracles, bah, quand il le fait plus, tu as l'impression que c'est une erreur. Mais c'est pas une erreur. C'est pas une erreur parce que déjà le ballon est bien frappé. Il est masqué au départ. Et s'il y en a un dans cette action qui fait une erreur, c'est Jorginho. Le fameux Jorginho qui devait être ballon d'or, je rappelle. Parce que c'est le joueur extraordinaire. Bah oui. C'est le joueur extraordinaire qui magnifie les autres. Arrête, il tire ses pénaltys en faisant un saut de cabri. Alors, hein il tire ses pénaltys en faisant un petit saut de cabri. Arrête. Voilà. Alors que je rappelle juste que Jorginho, effectivement, si l'Italie n'est pas en Coupe du Monde, c'est pas sur ce match-là. C'est contre la Suisse et Jorginho en ratant un penalty. Et je rappelle aussi, et je rappelle aussi Jorginho au PSG l'été prochain, Yacine en PLS. que c'est toujours de la faute de Verratti. Bon, pour ceux qui ont juste vu le match et qui sont un peu lucides, Verratti, ça a été le seul joueur de l'équipe. Il a tout fait. C'est lui qui a créé les occasions. Il était partout. Maintenant, est-ce que c'est de sa faute si devant, cette attaque italienne, elle est quand même terrible, quoi. Voilà, elle est terrible. C'est pas les attaquants italiens. Pour ceux qui sont un peu vieux et qui connaissent l'histoire du foot italien, on est quand même loin du fameux avant-centre italien assassin. Parce que les Italiens ont eu. Il y a les 35 tirs, mais au-delà des 35 tirs, il y a eu une série de situations. Ils n'ont jamais fait les bons choix, que ce soit Insigne, que ce soit. Enfin voilà. Immobilier qui a 21 buts avec les Lazio, qui marque tout le temps en championnat et t'as l'impression que c'est un autre joueur en sélection. Non, c'est horrible. C'est terrible. Non, mais c'est terrible. Après, c'est pas si surprenant que ça pour ce qui est de l'Italie. Hein. Ils ont eu un one-shot lors de l'Euro l'été dernier avec, je pense aussi, des grandes sélections qui étaient un peu esquintées parce que voilà, leurs joueurs disputent 60 matchs par saison alors que les Italiens, ils émergent à 30 ou 35 matchs par saison. Je pense qu'ils ont eu un one-shot, mais ça n'a pas changé le vivier italien. Tu le dis très bien, Yacine. Non, mais ça n'a pas changé le vivier en 2 secondes. Hein. L'Italie, aujourd'hui, en termes de prospects, ça reste encore relativement faible comparé aux très grosses nations sur l'échiquier international. Donc il y a pas. Après, bien sûr que oui, ils ont leur place. Quand tu vois d'autres équipes qui y sont, tu te dis que les Italiens quand même peuvent y être. Mais il y a aussi, enfin voilà, quand ils ratent la Coupe du Monde en 2018, on critiquait justement ce vivier, on disait que c'était compliqué, ils formaient très peu de grands joueurs. Et ben, ça n'a pas tant évolué que ça en 4-5 ans. Aujourd'hui, en Serie A, t'as pas de grands talents qui ressortent vraiment de nationalité italienne, du côté italien. Donc au final, ben voilà, il y a pas de fumée sans feu à un moment donné. Et notamment offensivement. Offensivement. Tu as des joueurs quand même, tu vois. Parce que Immobilier, quoi, il est à 32 déjà. Voilà. Que ce soit Sassuolo, que ce soit Tonali ou que ce soit certains joueurs de Sassuolo, tu as des joueurs quand même au milieu qui émergent, qui, tu vois. Oui, après, bah oui, Locatelli, voilà, il y a des joueurs. Mais c'est des bons joueurs, mais est-ce que c'est des grands joueurs?
Ça, après, oui, après, Locatelli et tout, ils sont jeunes, hein, tout, encore. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est réellement offensivement. Quand tu as connu les Christian Vieri et tout, Ah ouais, tu vois, c'est l'Italie aujourd'hui, c'est là que ça pêche. imagine. Bon. Tu peux- Moi, je pense qu'on a été complet sur la zone Europe et donc l'Italie qui ne participera pas à la Coupe du Monde 2022 en fin d'année au Qatar. 12 ans, ils peuvent être 12 ans sans Coupe du Monde, hein. Imaginez. Ouais. Mais c'est une génération même des jeunes supporters, même pour le foot là-bas, c'est quand même dur. T'imagines, t'as 8-9 ans, tu as 8-9 ans quand l'Italie se qualifie pas en 2018, pendant 12 ans, ça veut dire qu'à 21 ans, tu auras toujours pas vu ton pays en Coupe du Monde. Non, mais quand même, mais je pense que c'est ça aussi qui crée aussi des générations de footballeurs, qui incite les gens à aller jouer au foot. C'est important, la présence. Et c'est là où on se rend pas compte qu'en France, on a quand même de la chance, parce que depuis 94 et le fameux but de Kostadinov, la France, elle est présente dans toutes les compétitions à chaque fois. C'est vrai que c'est important aussi pour le nombre de licenciés, etc. Exactement. L'amour du foot. Et puis, donc voilà, je le disais tout à l'heure, l'Italie absente pour la deuxième fois consécutive de la Coupe du Monde, ça ne lui était jamais arrivé dans son histoire. Donc, c'est aussi dire il faut une première atout. Exactement. Passons au barrage de la zone Afrique. Et je vais venir vers toi, Samy, en premier avec le Maroc, qualifié pour la Coupe du Monde 2022, avec leur large victoire hier 4-1 contre la République démocratique du Congo, avec notamment un but d'Achraf Hakimi à la 69e minute. Samy, le Maroc, pas le plus beau. Pas le plus beau, mais un but quand même qui a permis de creuser l'écart. Tu prends. Voilà, Achraf Hakimi qui a aussi, Samy, des difficultés avec le PSG. On a déjà beaucoup parlé dans le podcast, mais avec certains qui ne le servent pas souvent. Une parenthèse comme ça internationale avec le Maroc, en plus gonflé par cette qualification pour la Coupe du Monde, ça peut aussi évidemment lui faire du bien dans la tête. Oui, je pense que dans la tête ça va lui faire du bien. Après dans le jeu, on va pas s'enflammer, il n'a pas non plus été exceptionnel. Il a été meilleur à Casablanca. Au Congo, c'était plus compliqué. Le match a été très dur. Il a été très sollicité défensivement. Il n'a pas été non plus très impérial. Donc c'était compliqué. Pour le match à Casa, il y avait plus d'espace. Là, il s'est un petit peu plus proposé. Il a un petit peu plus fait du Achraf Hakimi. Il a beaucoup porté la balle sur son côté droit. Il a beaucoup proposé. Il a été à l'initiative de nombreux centres. Il a été récompensé par ce but, par ce 4e but. Donc oui, pour lui, oui, les feux sont verts. Maintenant, espérons que, parce que on sait les rumeurs qui sont sorties, on sait que dans sa tête, il n'était pas forcément très bien à Paris ces dernières semaines. Donc espérons que je pense que ça ne peut que lui faire du bien. On sait très bien que ce genre d'événement en sélection, généralement, ça te lance dans une dynamique intéressante. Ça pourrait être un joueur important du Paris Saint-Germain sur cette fin de saison et un élément qui stabilise un peu cette équipe qui est un petit peu plus trop concernée par le football ces derniers temps. Donc oui, c'est que du positif. C'est que du positif. J'espère qu'il va réussir à se servir de ça pour avancer. Juste un tout petit mot sur un joueur hier qui a été étincelant, un joueur qui joue en championnat de France. Donc je pense que certains clubs devraient se pencher sur lui. C'est Asdine Ounahi qui a fait un très très bon match, le milieu offensif d'Angers, qui jouait encore en National 3 il y a un an. Il jouait à Avranches. C'est un joueur formé à l'académie Mohamed VI, l'académie qui a sorti les En-Nesyri, Hamza Mendy, Naïef Aguerd. Voilà, tous ces joueurs-là qui sont sortis de cette académie. C'est un peu le Clairefontaine. En fait, c'est clairement même le Clairefontaine marocain, puisque c'est une inspiration directe et beaucoup de formateurs et de créateurs de l'INF ont été sollicités pour créer cette académie. Donc voilà, voilà, c'est un très bon joueur, c'est un joueur qui, je pense, mérite un petit peu plus qu'Angers. Hier, il a montré beaucoup de qualité sur un match qui n'était pas facile, parce que quand même, tu as la pression. En plus, lui, c'est un natif de Casablanca. Il était dans sa ville pour une de ses premières titularisations, parce qu'il avait que très peu joué avec l'équipe du Maroc. Ça doit être sa 4e ou 5e sélection. Hier, il a joué comme un patron et il marque un doublé. Voilà, c'est un talent de notre Ligue 1. Il faut en parler et j'espère que des clubs pourront se pencher sur des clubs très intéressants de Ligue 1 ou même ailleurs pourront se pencher sur lui parce qu'il n'a que 21 ans et je pense qu'il a un gros potentiel. En tout cas, oui, Asdine Ounahi qui joue beaucoup avec Angers cette saison, en tout cas qui, je pense, sera remarqué en Ligue 1 du fait de ses performances. Je ne sais pas si Samy, vous entendez parler dans la presse marocaine, etc., du fait que tu parlais de Hakimi qui n'était pas bien en ce moment, mais que si Mbappé partait, comme ils sont hyper potes, il serait tenté de partir aussi. Je ne sais pas si je te pose la question à toi, parce que peut-être que tu en as entendu parler dans la presse marocaine, peut-être que la question a été posée, je ne sais pas, à Vaïd ou autre. Est-ce qu'il y a eu, t'as eu écho de ça pendant cette trêve?
Oui. Enfin, après, on l'a tous entendu. Moi, je pense que c'est des conneries. Hein. Je vais te dire ça franchement. Ce serait quand même dommageable qu'un joueur pro, parce que là, on parle du monde professionnel, hein, c'est leur métier, pour des raisons de copinage, décide de quitter ou de rester par rapport à ton ami, quoi. À un moment donné, en tout cas, ça s'est très rarement vu dans le football. Quand tu es un joueur, il faut quand même avoir un petit côté égoïste et penser à ta carrière plutôt que celle de ton ami. Donc moi, j'ai du mal à y croire. Je pense que c'est un joueur quand même assez bien conseillé. Ça fait un peu trop série Netflix, là, ce qu'ils sont en train de nous sortir. Mon copain il part, bah je vais quitter aussi le PSG. Mais ça n'a aucun sens. Après, qu'il soit moins bien, qu'il soit pas bien, qu'il y ait des clans, ça je veux bien l'entendre. Mais que parce que son ami Kiki quitte le club, moi aussi je vais partir, ça fait un peu, enfin, c'est un petit peu trop, c'est des cordes un petit peu trop faciles. Moi personnellement, j'y crois pas. En tout cas, au Maroc, ça n'a pas non plus été tant repris que ça. Hein. On pense et on est convaincu que ce sera un joueur du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Passons aussi au Sénégal qui s'est qualifié, le Sénégal d'Abdou Diallo, qualification pour la Coupe du Monde également. Après, Nico, on le disait tout à l'heure, sa victoire au tir au but assez folle contre l'Égypte de Mohamed Salah. Abdou Diallo a loupé le match, un retour hier, puisqu'il il était sorti sur blessure au match aller au bout de 13 minutes de jeu, touché il a fait 4 matchs quand même depuis. Ah non, il a fait un match et demi. Ouais, un match et demi. Donc Abdou Diallo qualifié également avec le Sénégal. Nico, c'était fou cette séance de tir au but parce qu'il y a les 4 premiers pénaux qui sont pas inscrits et puis ensuite ça s'est décanté et Mané a donné la victoire pour le Sénégal, mais c'était assez fou cette séance de penalty. La séance de tir au but était vraiment sympa. Par contre, le match était juste horrible. J'avais rarement vu un match aussi, comment dire, avec une ambiance aussi détestable. Tu sentais qu'ils avaient pas mal de trucs à régler, les Sénégalais et les Égyptiens. Donc, en même temps, avec l'Égypte, c'est toujours. C'est souvent. C'est ce que j'allais dire. Tout le monde a des choses à régler avec les Égyptiens. Donc, non, c'était un match. Bon, après, c'était sympa à regarder parce que voilà, il y avait la dramaturgie, il y avait la tension, il y avait tous les enjeux qui découlaient de ce match. Donc, c'était sympa à regarder encore, mais voilà, en termes de football, c'était vraiment pas folichon. Et puis la séance de tir au but, ouais, effectivement, elle est un peu spéciale, je crois. J'avais jamais vu, je crois, les 4 premiers tirs ratés comme ça. Après, moi, je t'ai dit, après, je te l'ai dit, moi, surtout, ce qui m'a marqué, c'est les lasers, quoi. J'avais jamais vu ça dans un stade, quoi. Le gardien égyptien, dès qu'il y avait un coup franc pour le Sénégal, mais c'était une garante de Noël, quoi. Ça m'a vraiment fait rigoler, quoi. Mais bon, vu qu'il y avait la même chose à l'aller, il paraît que c'était normal que ce soit la même chose au retour. Donc bon, écoute, si c'est normal, tant mieux. Puis j'en dis pas trop parce que je me suis fait insulter par des Sénégalais sur Twitter, alors que j'ai juste ironisé là-dessus. J'en ai pris plein la tronche, donc je vais pas me fâcher avec tous mes amis sénégalais. Donc bravo à eux, je suis content pour eux et voilà, c'est chouette. Bon, malgré tout, qualifie. Je l'entends pas, moi. Non, moi je l'entends pas non plus. Ah ouais. Mais il fait des gestes. C'est pas parce que j'avais coupé mon micro, pardon. Oui, Yacine, c'est vrai que sur les lasers, même pour le penalty de Mohamed Salah, tu vois, il a au moins 70 lasers dans la tronche. Je sais même pas comment il fait pour tirer et pas être aveuglé. D'ailleurs, il a raté. D'ailleurs, il a raté. Non, mais oui, bien sûr que c'est. Voilà, comme l'a dit Nico, il y a eu à l'aller. Et voilà, ils ont droit au retour parce que de toute façon, il y a eu à l'aller. C'est donnant. Voilà, non, mais plus sérieusement, malgré tout, pour ceux qui ont vu les 2 matchs, pour ceux qui ont vu la CAN, etc., la qualification du Sénégal, elle est super logique parce que l'Égypte propose rien. De toute la CAN, ils n'ont rien proposé. Alors, je me suis fait insulter par des Égyptiens parce que j'avais pas le droit de dire ça, il paraît. Mais c'est pas grave. Par des Égyptiens, c'est rare. Ça. Ouais. En plus, en tant qu'Algérien, c'est encore plus rare. Mais voilà, mais ils n'ont rien proposé. Voilà. Et franchement, quand j'ai vu la séance de tir au but arriver après les ratés de Sarr et la domination malgré tout sénégalaise, je me suis dit, mais ça sent le traquenard. Tu as dominé les 2 matchs. Ça aurait été un vol horrible. Tu dois pas sortir, tu dois avoir plié. Franchement, le Sénégal, s'ils sont un peu efficaces, à la 70e, le match est fini quand même. Après, ils n'ont pas 10 occasions, mais les occasions qu'ils ont, elles sont nettes. Et il y en a 2 pour ça, tu dois avoir tué le match. Ah oui, surtout de face à face, à son côté. Et là, tu te retrouves au tir au but et tu te dis, mais ça pue le traquenard. La vieille victoire Et en plus, quand tu vois les 4 premiers tirs ratés, tu te dis, ouais, la vieille victoire au tir au but 2-1, 1-0. Bref, bon, finalement, ils sont passés et c'est très bien pour le Sénégal. Puis c'est une bonne chose pour l'Afrique aussi, quand même, que le champion d'Afrique soit présent à la Coupe du Monde. Je trouve que pour l'image, c'est quand même important. Et puis
c'est sincèrement une génération aussi très intéressante et je trouve qu'ils vont pouvoir se tourner justement vers cette compétition. Et honnêtement, les gars, c'est une équipe, si tu regardes le 11, sur des beaux terrains, avec une belle préparation, même si c'est Aliou Cissé aux commandes, dédicace au PSG, hein, quand même, on va pas cracher sur lui. Mais moi, je trouve que c'est pour la première fois une équipe africaine qui peut s'avancer avec des ambitions très intéressantes dans cette compétition. Honnêtement, parce que quand on voit hier le match de Koulibaly, le match de Mendy, on connaît les qualités de Gana Gueye, on sait qu'ils ont Sadio Mané. Je trouve qu'aujourd'hui, le Sénégal, on a rarement vu en Coupe du Monde une équipe africaine s'avancer avec autant de certitude et des joueurs aussi importants dans des top clubs européens. On a vu des très bonnes équipes, africaines. Mais je trouve que ce Sénégal-là, dans cette Coupe du Monde qui arrive, en plus, c'est très bientôt, ça peut être très intéressant et j'ai hâte de les voir. Et ça aurait été quand même très dommageable de se priver de ce Sénégal. Vous imaginez quand même, vous avez vu le nombre de joueurs intéressants qu'ils ont. Et voilà, je pense que le football a été respecté. Comme l'a dit Yacine, on a cru à un moment donné que l'Égypte allait le refaire. Et j'ai rien contre cette équipe d'Égypte, mais c'est vrai qu'intrinsèquement, si on prend les qualités individuelles des joueurs, il y a un gap entre le Sénégal et l'Égypte aujourd'hui. Même s'ils ont Mo Salah, après à côté, le reste, c'est pas comparable. Et ça aurait été quand même dommageable de rater autant de très bons joueurs africains à ce mondial. Donc voilà, le football a été respecté et je trouve que voilà, il y aura quelque chose à faire avec cette équipe du Sénégal. Et même eux, hein, tu le sens dans leur attitude, tu le sens dans leurs propos. Ils sont pas arrogants, attention, hein, ils sont très réalistes, mais tu sens que ils préparent quelque chose et qu'ils veulent faire quelque chose. Il y avait 26 tirs de la part du Sénégal hier pour 5 tirs de l'Égypte et 1 cadré. Donc, c'est vrai que ça aurait été quand même sacrément du vol que le Sénégal ne soit pas qualifié. Et pour donner le 11, hein, t'en parlais, Samy, du 11 des Lions de la Teranga. Évidemment, Edouard Mendy au goal, Koulibaly, Saliou Ciss, Sabali, Nampalys Mendy, Idrissa Gueye au milieu de terrain, Ismaïl Assar, Bounassar, Sadio Mané et Boulaye Dia, l'attaquant de Villarreal, ancien de Ligue 1, passé par notre Ligue 1. Et sur le banc, tu avais encore Bamba Dieng, Pape Gueye, etc. Donc il y a du monde, effectivement. Ça aurait été qu'il n'y ait pas le Sénégal. Mais ça sera le cas pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Passons désormais à la zone Amérique du Sud. Avec donc, il y avait des matchs en jeu aussi. C'était un groupe de 10 équipes pour la qualification à la Coupe du Monde. Le Brésil et l'Argentine étaient déjà qualifiés, mais le Brésil s'est imposé 2 fois, 2 victoires pendant ce rassemblement. La première, la semaine dernière, 4-0 contre le Venezuela avec un but de Neymar. Dans la nuit, entre mardi et mercredi, succès 4-0 contre la Bolivie. Marquinhos était titulaire avec des buts notamment de Lucas Paqueta et Charleston entre autres. Neymar était suspendu pour son match, donc il a fait comme Verratti, il a pu rentrer plus tôt en France pour être disponible évidemment pour le gros match contre l'Orient dimanche soir à 20h45. Mais c'est une pause quand même, Yacine, une pause sélection qui a dû lui faire du bien à Neymar. Il a été buteur, il a été acclamé pendant le match, etc. par les milliers de supporters, qualifié pour la Coupe du Monde. Je le disais pour Achraf Hakimi, ça fait souvent aussi du bien aussi aux joueurs des trêves internationales pour voir autre chose changer de décor. Mais bon, tu vas me dire, il reste plus rien à jouer, donc à quoi ça sert? Je sais bien. Moi, je fais mon travail de présentateur, donc je vous pose des faits. Mais je sais ce que tu vas me répondre. Effectivement, je peux répondre ça, mais il y a aussi un truc qu'il faut répondre sur les matchs de Messi, Di Maria, voilà. À un moment donné, il faut regarder les matchs d'Amérique du Sud, ça va à 2 à l'heure. C'est vrai, non, c'est vrai. Faut arrêter de mentir aux gens, d'accord? Faut arrêter de mentir aux gens, ça va à 2 à l'heure. Donc effectivement, alors déjà, il y a quand même, en tout cas au Brésil, une structure collective qui est un peu plus cohérente qu'au PSG. Mais en plus, ça va à 2 à l'heure. Donc, le rôle qui est donné à Neymar, un peu en faux neuf, comme ça, etc. En plus, avec Paqueta pas loin, où tu peux alterner, enfin, il peut y avoir des permutations. Avec le rythme des matchs, bah oui, ça aide. Après, ça ne veut pas dire que Neymar n'a pas fait un bon match. Attention, je ne suis pas là tout le temps dénigré. Mais juste, il faut être réaliste sur le rythme. Mais c'est pas, en fait, c'est même pas une critique, c'est que le foot sud-américain se pratique comme ça. J'ai regardé la finale de la Copa Libertadores avec Flamengo et tout. C'est un football qui est lent dans sa construction, qui est lent et qui, à un moment donné, fait des différences sur le talent individuel, de dribble, de percussion. Mais tu sais, c'est presque arrêté comme l'aime faire Neymar, en fait. Arrêté, et après, il se passe quelque chose sur 2-3 passes. Voilà. Mais c'est un football qui est très lent. Donc, le rythme du match, pour ceux qui ont vu l'Argentine et qui voient le match de Di Maria, calmez-vous. Dès dimanche contre l'Orient, ça va aller un tout petit peu plus vite. Ah ouais. Ça va être terminé. Mais calmez-vous.
Voilà. Mais même Paredes, c'est vrai qu'il paraît très bon. Moi aussi, j'ai regardé le match de l'Argentine, mais c'est vrai que le rythme est lent, quoi. Les mecs, ils sont en balade. Il n'y a pas de pressing. C'est ça. Ça fait des redoublements au milieu, des 1-2. C'était franchement, c'est tranquille. Et c'est pour ça aussi que le foot Sudam se fait tabasser depuis 20 ans en Coupe du Monde et qu'ils n'ont pas gagné de Coupe du Monde depuis 2002. À un moment donné, l'Europe est au-dessus, on le sait, on l'a vu lors de la dernière Coupe du Monde. Souvent, quand il y a une confrontation en Coupe du Monde et que tu as un grand club, un grand pays européen, pardon, mais même une grande nation sud-américaine, c'est souvent le grand pays européen qui gagne ces derniers temps. Aujourd'hui, il y a une différence de rythme énorme. Et pourtant, après, on me dit que voilà, c'est là où le football est très élevé. Ils ont 5 places pour 10 participants. Et voilà, mais bon, ils ont des résultats, donc voilà, donc ils méritent. Mais c'est vrai que je rejoins Yacine. Les qualifs Sudam, c'est plus des vacances pour eux. En tout cas, après, un truc qui est vrai, je trouve que, enfin, en tout cas hier sur le match de Messi, c'est vrai que les contacts, par contre, sont un peu plus rudes qu'en Europe. Je trouve que c'est vrai que ça c'est quelque chose qui est un petit peu différent. Il y a quand même un On petit se peu rapproche plus de l'Afrique. Ouais, là oui, là c'est vrai. Là par contre, c'est vrai que parfois ils prennent des gros cachous et d'ailleurs je me demande comment ils font pour pas se blesser plus souvent parce que c'est vrai que c'est assez rude. C'est on va dire le seul point qui changerait de l'Europe, mais sinon c'est vrai que c'est tranquille. Hein. Je veux dire quand t'es brésilien et argentin pour rater la Coupe du Monde, il faut y aller. Hein. Ah, là, ils étaient dans une poule de 10 hein, du coup et les 5 qualifiés. Le Brésil a terminé premier de la poule de 10. Avec 45 points, l'Argentine deuxième, l'Uruguay est troisième, Équateur quatrième et cinquième Pérou. Ouais, qui subtilise la place à la Colombie, un point près. Exactement. Et Colombie, Chili, Paraguay, Bolivie et Venezuela ne seront pas de la Coupe du Monde. Donc vous en parlez, l'Argentine qui avait gagné 3-0 contre le Venezuela avec des Parisiens en forme, un but de Di Maria et un de Messi. Et ils ont joué cette nuit contre l'Équateur, nul un partout. C'est vrai que Nico, j'ai vu il y a beaucoup de monde qui a parlé du match de Messi parce que si vous avez vu le résumé sur Bein Sport sur YouTube, là, résumé de 8 minutes au moins, et les résumés de Bein Sport sont souvent assez complets et assez longs, donc ça permet de voir bien le match. Messi a été fantastique. Je sais pas si vous avez vu à un moment il va des accélérations comme il faisait au Barça quoi, où il retourne etc. Il prend de vitesse au défenseur. Moi je l'ai pas vu faire ça une fois au PSG cette saison. Hein. Je vais pas grossir le truc. Allez en Ligue des Champions contre City où il met le but où il s'appuie sur Mbappé. Sinon franchement je l'ai pas vu faire ça. Il arrivait pas à faire ça contre la défense de Bordeaux. Mais avec contre le Venezuela évidemment c'était un peu plus simple. Nico, sur le Brésil, sur tout ça. Bah écoute, moi je suis toujours en cure de récupération, donc je peux pas trop dire du bien de ces gens-là. Je suis désolé. Surtout le Brésilien Neymar, non? Ouais, non, mais moi mon psy m'a dit 3 mois minimum, donc là on est vraiment pas du tout dans la fenêtre où je peux commencer à parler d'eux avec objectivité, recul et bienveillance. Donc je suis ravi qu'ils se soient éclatés chez eux au Brésil. J'espère qu'ils ont pris des contacts pour Neymar pour éventuellement trouver un club pour finir sa carrière peinard là-bas. Très bien. Et puis les Argentins, mais moi par contre, ouais, j'ai effectivement vu le résumé des Argentins, effectivement, incroyable. Di Maria, on dirait qu'il va vite, alors qu'on sait que non. Messi, on dirait qu'il court, alors qu'on sait très bien que non. Et même Paredes, comme vous disiez si bien, Paredes, c'est exceptionnel, quoi. C'est Redondo là-bas. Il a changé, hein. C'est bien, mais du coup, il faudrait peut-être que tous ces mecs-là envisagent d'aller dans un championnat où ça va moins vite, du coup. Donc, David Luiz est retourné à Flamengo. Donc, ouais, mais il doit être bien, du coup, là-bas. Il se balade. Donc, ouais, il doit se balader. Donc, non, écoute, voilà, je sais même pas quoi te dire sur eux, parce qu'ils me... Je te pose la question, mais si t'as pas plus de choses à dire, ça nous permet d'avancer dans le podcast, hein, Nico. Bah, avançons, c'est mieux. Avançons parce qu'on est déjà en plus à 1h10 de podcast, donc on va essayer d'aller un peu plus vite sur les... 1h18. 1h18. Ouais, Yacine, t'as le bon timing. On va essayer d'aller rapidement sur notre avant-dernière partie sur les premières rumeurs, on va dire, de transfert et départ sur le mercato qui va arriver pour le Paris Saint-Germain. On quitte les barrages pour les mondiales. Surtout la question que j'ai envie de poser, parce qu'on parle pas mal de Paul Pogba, surtout dans le secteur du milieu de terrain, je vous le disais en intro du podcast, d'Aurélien Tchouaméni qui revient aussi beaucoup en ce moment, le milieu de l'AS Monaco qui a été très bon avec l'équipe de France contre la Côte d'Ivoire, parce qu'il n'a pas pu jouer hier contre l'Afrique du Sud, qui a marqué le but de la victoire, le but de la tête. Aurélien Tchouaméni qu'on parle beaucoup entre le Real Madrid, entre le Paris Saint-Germain.
Samy, Aurélien Tchouaméni qui fait une bonne saison avec l'AS Monaco. Bon, il y a des matchs où il est un peu moins bon à l'image de son équipe, mais dans les gros matchs, il répond quand même toujours présent avec l'AS Monaco. Son arrivée au Paris Saint-Germain, est-ce que pour toi on va parler déjà du côté, on va dire pour le PSG, parce que du côté du joueur, peut-être que c'est peut-être pas le meilleur choix à faire, j'en sais rien, on en discutera. Mais du point de vue du Paris Saint-Germain, est-ce que Paris va tout faire pour recruter Tchouaméni dans ce secteur du milieu de terrain qui, on le sait depuis longtemps, Samy, est compliqué à trouver des joueurs qui vraiment s'installent durablement? Oui, bah, je vais pas cracher sur Tchouaméni, hein. Ça fait même 2 saisons qu'il est bon, parce que la saison dernière, il était déjà très très solide. Là, il a confirmé cette saison, et on en parle plus parce qu'il arrive en équipe de France, mais ça fait déjà 2 bonnes saisons, parce qu'il avait déjà été pas mal un petit peu quand même avec Bordeaux à ses débuts, on avait vu le talent, mais c'est vraiment à Monaco où il s'est imposé comme titulaire. La saison dernière, il était bon, cette saison, il est très bon, même si voilà, il est encore jeune, mais je pense aussi que ses prestations en équipe de France, notamment lors de la Ligue des Nations, où voilà, il a été lancé dans le grand bain face à des grandes nations. Le gars, il a été très très bon, il a été plein de maîtrise, il a un petit peu survolé les débats au milieu. Aujourd'hui, faut pas être bête, hein, quand on voit les clubs qui s'intéressent à lui. Bien sûr que oui, le PSG devrait s'intéresser à lui. Enfin, on est quand même pas fou. Il y a quand même le Real Madrid. Enfin, tous les grands clubs aujourd'hui se pencheraient sur Tchouaméni. Je vous invite à voir les réactions des supporters étrangers. Parce qu'il y a vraiment des gens qui font des fixettes sur lui et tout, surtout même en PL, hein. C'est un nom qui résonne beaucoup en PL. Souvent, vous regardez sous des discussions de transfert, ça lance des Tchouaméni, les supporters de Liverpool, les supporters. Donc voilà, c'est un nom qui parle. À un moment donné, on va pas faire les aveugles. Donc aujourd'hui, on parle de quoi? De 60 millions. Donc si le PSG se pense sur lui, ça va être 100 millions, entre 80 et 100. Je pense. Nous, on l'aura jamais à 60. Si jamais on se met sur Tchouaméni, hein, il faut être lucide. Monaco nous lâchera jamais. Ils nous ont mis 180 pour un joueur de 18 ans. Donc, ils vont pas lâcher à 60 Tchouaméni. Maintenant, oui, je le prends. Bien sûr que oui, je le prends, Hugo, hein. Ce serait quand même fou de dire non, oh, non, je veux pas de Tchouaméni au milieu, ça m'intéresse pas. Je le prends maintenant. Est-ce que c'est possible de l'avoir? Est-ce que lui a envie de rester en Ligue 1? Est-ce que ça, après, ça c'est un autre débat. Moi, personnellement, je rejoins pas l'idée comme quoi ce serait un mauvais choix de venir au PSG. Je pense que pour lui, ce serait un très bon choix parce que quoi qu'on en dise aujourd'hui au Paris Saint-Germain, bah, tu touches le plus haut niveau, tu joues la Ligue des Champions tous les ans, tu es confronté à l'entraînement à de très grands joueurs, donc ça restera, enfin voilà, ça reste aujourd'hui, même si bon, voilà, on a eu des déceptions, etc., le PSG aujourd'hui reste quand même un environnement quand même très intéressant pour un jeune joueur et un grand joueur en devenir. Donc oui, je trouve que le mariage serait très intéressant. Maintenant, est-ce qu'il est possible de le réaliser, que ce soit financièrement et aussi dans le choix du joueur? Est-ce que le joueur, il est pas de la région parisienne en plus, Tchouaméni, il me semble, il est de la région bordelaise, non? Ouais. Bon, pourquoi pas? Et ben après, est-ce que lui est intéressé? Je pense qu'il y a quand même beaucoup de données à voir avant, mais est-ce que moi je le recruterais? Oui. Aujourd'hui, au milieu de terrain, je le recrute. Il est né à Rouen, pour être précis. Rouen. Aurélien Tchouaméni. Donc il doit connaître Paris. C'est la banlieue de Gironde, c'est pas juste à côté. C'est pas loin, Sam. Bon, Nico, comme t'as pas pu trop parler sur les Américains, les Sud-Américains, pardon, Neymar, Marquinhos, Messi, etc. Sur Tchouaméni, c'est vrai que Samy disait, il y a toujours évidemment la petite jauge PSG avec les 20 millions en plus pour chaque joueur de Ligue 1 sur lequel le PSG s'intéresse. Mais c'est vrai que par rapport à ses performances, que ce soit en équipe de France, où clairement il a gagné sa place maintenant dans le groupe de Didier Deschamps, et ses performances avec l'AS Monaco, il répond souvent présent. Quand on voit les joueurs qui sont arrivés au PSG cette année au milieu de terrain qui ne répondent pas présent comme Wijnaldum, etc., est-ce qu'il faut se pencher sur le profil d'Aurélien Tchouaméni, qui a un 2001, qui a 22 ans. 22. C'est un bon joueur. C'est évident, aujourd'hui, personne en Europe va dire que Tchouaméni n'est pas un bon joueur. Après, il y a, comme le dit Samy, il y a beaucoup de critères à prendre en compte. Alors, le côté financier, là, je te rejoins pas du tout. C'est pas un critère pour le PSG, de toute façon, on le sait. S'il faut payer 80 un joueur qui vaut 60, ce sera pas un problème. Et puis, pour le coup, Monaco, je suis même pas sûr qu'il te fasse surpayer parce que, bon, dans l'absolu, oui, mais Monaco, ils sont aussi, toi, sur Mbappé, ils ne sont pas spécialement escroqués. C'est même plutôt le PSG qui est en train de tout faire pour pas leur payer les 35 millions de bonus en cas de prolongation. Donc à l'arrivée, je suis pas sûr que l'aspect financier avec Monaco soit vraiment un aspect. Est-ce que lui veut venir? Ça, il y a que lui qui peut répondre. Est-ce que le PSG est un bon choix pour lui? Évidemment que oui, c'est un bon choix. Tout le monde l'envoie aujourd'hui à Madrid ou dans un autre club, mais voilà, quand on vient de Monaco, qu'on n'a pas joué la Ligue des Champions ou très peu,
qu'on est actuellement 10e de Ligue 1, qu'on vient de se faire sortir par Braga. Je pense qu'il y a peut-être une étape intermédiaire entre Monaco et le Real Madrid. Cette étape, elle s'appelle le PSG. En plus, je suis pas sûr, encore une fois, que sportivement, aller au Real, c'est actuellement un meilleur choix que le PSG. Le Real est également pas, aujourd'hui, je pense, une référence européenne en termes de garantie, en tout cas, pour remporter des trophées à court terme. Donc oui, ce serait un bon choix pour le PSG. Maintenant, il faudrait peut-être, avant de se lancer sur ce genre de recrutement, de connaître déjà un petit peu le profil du PSG l'an prochain. Parce que là, on va commencer à annoncer des noms, on va commencer à imaginer des recrues, mais on n'a toujours pas on risque de changer de directeur sportif, on risque j'espère, de changer d'entraîneur. Et avant de commencer à acheter des joueurs, il faudrait peut-être voir avec eux ce qu'ils veulent faire avec l'équipe actuelle, qui va partir et quel est le projet sportif. Maintenant, Tchouaméni, là, moi, je trouve que ce serait intéressant pour Paris, ce serait de rentrer dans une politique un petit peu comme le fait le Bayern. C'est-à-dire que, voilà, commencer à acheter les meilleurs de ton championnat, les faire venir chez toi. Et moi, ça me choquerait pas aussi, toi, d'avoir, par exemple, en doublure d'Hakimi l'an prochain, un Klose, toi, pourquoi pas. Voilà, commencer à recruter un petit peu en France sur ce genre de joueurs qui. Les autres le font, hein. Les autres grands clubs les recrutent de Ligue 1. Pourquoi nous on le ferait pas? Parce que les autres grands clubs, n'ont pas mis le tout marketing au-dessus du sportif. Voilà le problème. Mais si le PSG avait la bonne idée de changer un petit peu cette politique et de commencer un petit peu plus à raisonner sportivement, évidemment qu'un Tchouaméni doit être au PSG, un Klose doit être au PSG. Comme un mec Maignan aurait dû être au PSG. Enfin, il y a énormément des joueurs de ce profil-là. Tu sais, il y en a beaucoup. Et si le PSG décidait effectivement de, moi, je suis pas trop dans l'idée de dire, il faut absolument des titis au PSG, la génération, les Nkunku, les Diaby, ces mecs-là, c'est pas normal qu'ils soient partis. Moi, je suis pas du tout dans cette optique-là. Par contre, oui, les meilleurs joueurs français doivent passer par le PSG à un moment ou un autre. Et clairement, je pense que Tchouaméni, c'est l'avenir. Mais à l'arrivée, si on n'a pas de Tchouaméni, on aura Pogba. Et ils seront contents au Qatar. Donc, voilà le risque actuel du PSG, mais aujourd'hui, voilà, je trouve que c'est un petit peu prématuré de parler de recrues, parce que quel est l'entraîneur, quel est le directeur sportif et quelle est la nouvelle direction sportive que ce club veut prendre. Yacine, c'est vrai qu'en plus, je l'avais lu sur un article de SoFoot, le PSG n'a plus recruté de joueurs de Ligue 1 depuis bientôt 5 saisons, hein, et c'était le dernier, c'était Kylian Mbappé. Hein. Donc c'est vrai que ça fait un petit moment. Après, ils ont essayé un moment aussi, hein, pour répondre à Samy et Nico. Il y avait les détracteurs qui diront quand ils recrutaient des Serge Aurier, Lucas Digne, Kurzawa, Ben Arfa, etc., Cabaye, autres, enfin, ils ont essayé de recruter aussi à un moment des joueurs en Ligue 1, vous êtes d'accord? Qui n'ont pas forcément donné un succès fou. Il y a eu aussi à un moment cette période, Yacine, de joueurs recrutés en Ligue 1, mais c'est vrai que Tchouaméni, il faudrait se mettre dessus, parce que c'est un très très bon joueur. Oui, c'est clair, mais Nico a dit, ouais, ça dérange pas le PSG de payer 80 joueurs qui vaut 60. Nous, on a bien payé des joueurs 40 qui valaient 12. Donc, on va dire que ça pose pas de problème. Mais oui, bien sûr qu'il faut. Et moi, je rejoins Nico. Et en fait, je pense que le problème du PSG cette année, encore une fois, ça va être de créer un groupe cohérent, pas en surnombre, avec des statuts bizarres, parce que j'ai bien l'impression qu'on est parti encore une fois pour se taper les 3-4 fins de contrat du football. Dybala, Pogba, voilà. Sauf que tu n'as pas encore vendu, qu'il y a des joueurs qui ne sont pas partis, que tu as déjà un groupe de 30 joueurs, qu'à part Di Maria qui est en fin de contrat, les autres, ils sont toujours là. Et donc, de créer un groupe qui ressemble à quelque chose, avec peut-être un peu de place pour les jeunes. Et encore une fois, moi aussi, je suis comme Nico, ça veut dire que c'est pas forcément des jeunes du centre. Évidemment, s'il y a des jeunes du centre, tant mieux. C'est des jeunes français qui jouent au championnat de France au PSG ou ailleurs et qui peuvent intégrer le groupe pour faire le nombre, en fait. Voilà, tu as tes 23-24 joueurs internationaux, tu as tes 4-5 jeunes français. Et on a bien vu que de toute façon, au cours de l'année, tu as toujours des blessés, des mecs en sélection, des gros retours de sélection tardifs. Ils vont avoir du temps de jeu, leur donner du temps de jeu. Voilà. Il y a Tchouaméni, mais tu vois, par exemple, moi à un moment donné, quand tu n'as pas envie de mettre beaucoup d'argent, etc., et que tu essaies de plutôt être intelligent, moi, un joueur comme Bourigeaud, par exemple, c'est typiquement le profil que je vois au PSG, dans le sens où c'est un joueur polyvalent, c'est un joueur français, c'est un bon joueur, et en passant un cap, ça peut devenir un très bon joueur. Voilà. Mais ça, c'est les profils. Klose, c'est pareil. Tu vois, la doublure d'Hakimi, au lieu de te taper Dagba ou Kerrer, bah oui, Hakimi, il est en sélection marocaine, donc il va en Afrique, il fait la Ligue des Champions, etc. Quand tu as besoin de faire souffler, quand tu as Hakimi qui va sur le banc mais que tu as Klose, bah ouais, c'est ça qui ressemble à quelque chose. Et l'année dernière, moi, j'avais déjà aussi parlé de Santon à Metz. Pour moi, c'est ça les profils des doublures. Les doublures, c'est pas forcément. Tu peux pas avoir le même niveau que Hakimi en doublure.
Par contre, ça, ce petit bon joueur français qui est en Ligue 1, qui connaît le championnat, c'est presque un cadeau d'être au PSG. Et voilà, il fait les matchs quand on lui demande. Le problème, encore une fois, ça va être de pouvoir se libérer de tous ces joueurs qui sont encore sous contrat et pas te retrouver avec un groupe de 37, 38, 39 joueurs. Voilà, et parce que ça, c'est ingérable. Justement, d'ailleurs, Julian Draxler, je vous en parlais tout à l'heure, Julian Draxler a donné une interview, un entretien à Sport One pendant sa trêve internationale avec la sélection, la Mannschaft, où il a déclaré qu'il était heureux d'avoir joué 90 minutes pour la première fois depuis longtemps. Je rappelle, il a joué 861 minutes de jeu en 24 matchs cette saison, c'est quand même assez peu. Et le sélectionneur Hansi Flick a rappelé qu'il avait besoin de joueurs en forme pour le mondial qui soit dans le rythme. Et Julian Draxler a dit qu'il savait qu'il était en manque de rythme et il dit j'ai besoin de jouer plus de matchs en vue de la Coupe du Monde. Nous verrons ce qui se passe cet été. Ben voilà, ça mis dans le genre de profil de joueurs qui doivent quitter le PSG pour alléger la masse salariale et puis recruter d'autres joueurs au milieu de terrain. Parce que on parle également aussi, on a parlé de Tchouaméni, mais de Paul Pogba aussi qui est beaucoup associé au Paris Saint-Germain, qui est en fin de contrat. Paris il fait pas mal de deals avec Mino Raiola maintenant, le dernier en date avec Donnarumma. Donc il y a une il y a en tout cas c'est pour parler Pogba au PSG et Pogba d'ailleurs a dit qu'il était plutôt intéressé. Tu peux dire juste avant de laisser Samy, donc ça veut dire que tu peux te retrouver avec Verratti, Paredes, Herrera, Gay, Wijnaldum, Danilo, Pogba et Tchouaméni. Faut jouer en 1-8-1 pour que tes milieux jouent un peu parce que sinon tu leur donneras pas de temps de jeu. Et c'est pour ça qu'il y aura une question évidemment aussi, Samy, d'allègement dans le secteur du milieu de terrain et de vente, mais bon, ce que Leonardo n'arrive pas à faire depuis plusieurs mercatos. C'est pour ça qu'il faudrait que les premiers changements arrivent en haut, quoi. Il faudrait quand même dire que la direction sportive pour les saisons prochaines soit établie pour qu'on puisse voir plus clair, comme l'a très bien dit Nico tout à l'heure. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est assez flou tout ça. On discute parce que forcément il y a des rumeurs. Le PSG est un club attractif, quoi qu'on en dise, hein. Malgré les railleries ou autres, aujourd'hui le PSG est un top club européen, c'est un top 5-6 européen, que les gens le veuillent ou non, qu'ils n'aiment ou pas, c'est comme ça, c'est une réalité en termes de puissance financière, de joueurs présents dans les effectifs. C'est quand même un club sur lequel les joueurs aiment bien miser parce que ça peut te permettre quand même de remporter, t'as quand même plus de chances de remporter des compétitions dans un club comme le Paris Saint-Germain qu'ailleurs. Donc voilà, à un moment donné, oui, on aimerait que la direction sportive soit bien établie, que voilà, on sache avec quel entraîneur Paris sera amené à jouer. Enfin voilà, il y a quand même plein de choses à savoir avant de recruter des joueurs. C'est pour ça que on parle beaucoup de Pogba, Mino Raiola. Je vois pas. Enfin, il me semble que notre ami Leonardo n'est plus forcément en odeur de sainteté du côté du camp des loges. Je vois mal les Qataris le laisser faire un dernier coup en plaçant Pogba et en se barrant. Je suis pas sûr que ça se passe comme ça. Donc en tout cas j'espère que ça ne se passera pas comme ça. Même si encore une fois moi j'aime beaucoup Paul Pogba. Hein, vous savez, moi si c'est Paul Pogba à l'équipe de France, je le prends tous les jours au Paris Saint-Germain. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Il y a un Pogba en équipe de France et un Pogba en Voilà, c'est ça. Donc c'est toujours le même problème. Moi c'est Pogba équipe de France. Je vois pas qui peut s'en priver. Enfin, qui dirait non. Si c'est le Pogba qu'on voit en compétition. Il est monstrueux, c'est un joueur qui peut t'apporter énormément, surtout s'il est bien secondé avec un joueur à côté qui fait le travail défensif. Donc voilà, maintenant c'est vrai que c'est pas forcément celui que l'on voit en club, surtout ces dernières années à Manchester, mais voilà, moi je pense que déjà les premiers transferts ils devraient se faire en haut, ils devraient se faire chez les dirigeants et après on pourra discuter transferts. Et pour ce qui est des remarques sur les joueurs de Ligue 1, je suis entièrement d'accord. Enfin, c'est quand même fou. On est aujourd'hui, c'est établi que la France, on va dire avec le Brésil, c'est les deux plus grandes régions fournisseuses de talent dans le football. C'est quand même énorme de ne pas. Enfin, la Ligue 1 envoie nombre de joueurs, mais vous vous rendez compte, nombre de joueurs, même les grands joueurs aujourd'hui, ils ont évolué en Ligue 1. Enfin, c'est quand même fou. Et que Paris ne se penche pas sur son propre vivier. Moi, je trouve ça. Je parle pas que de la région d'Île-de-France, hein, globalement. Je trouve ça quand même dommageable. Il suffit de se pencher sur l'équipe de France Espoir aujourd'hui. Moi, je trouve que regardez la sélection là qui a été donnée par Ripoll pour les matchs contre je sais plus, c'était l'Irlande du Nord et je sais plus qui le premier.
les îles Féroé. Et ben, vous regardez franchement, il y a 5-6 joueurs, même plus. Allez, il y a une dizaine de joueurs, je les prends au Paris Saint-Germain comme titulaire ou comme backup. C'est quand même fou. Dans l'équipe de France A, il y avait 8 Parisiens passés par le PSG. Non, 8 joueurs passés par le PSG. J'ai pas dit 8 Parisiens parce qu'en fait, il y a un ou deux autres Parisiens. Et il y a 8 joueurs passés par le PSG qui est en sélection A cette semaine. Ouais. Ça pique. Ça pique. Hein. Et on en avait que 2 sur 8. Oui. Il n'y avait que Kimpembe et Mbappé. Nico. Ouais, après, c'est ce que je vous ai dit, hein, le côté jeune du Parisien, de la région. On l'a fait en 2000 hein, avec les Luxins, les Dalmates, Anelka. On a vu le résultat à l'époque. Hein, c'est pas non plus. Moi, je suis pas du tout partisan encore une fois, d'être dans ce côté. La région parisienne, il faut absolument qu'on récupère des joueurs là-bas, quoi. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si ce qui se dit au Qatar se matérialise, à savoir une envie de faire un vrai bouleversement, ça veut dire qu'il va falloir que y a au moins 50% des joueurs de cet effectif qu'il faut dégager, quoi. Et ça, malheureusement, c'est colossal comme chantier. Donc avant de penser à reconstruire, il faut déjà alléger, il faut déjà virer les mecs qui sont des gros boulets. Et le seul petit espoir que j'ai par rapport à ça, c'est la Coupe du Monde. Parce que tous ces internationaux-là, les Draxler, les Kerrer, même si c'est pas forcément Kerrer que je dégagerai en premier, mais voilà, ce genre de joueurs qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu, s'ils veulent jouer la Coupe du Monde, ils auront peut-être intérêt quand même à se barrer cet été. Ça va peut-être donner enfin quelques fenêtres de vente et qui permettront ensuite derrière de reconstruire. Et puis toi, il y a des joueurs, on n'en a pas parlé, mais un mec comme Gouiri, typiquement, c'est un jeune qui peut effectivement venir aussi à Paris pour franchir une étape. Maintenant, attention, parce que si demain tu te retrouves avec un Gouiri qui va être propulsé titulaire parce que ton avant-centre qui se blesse, par exemple, est-ce qu'un mec comme Gouiri, il a les épaules, toi, pour gérer une attaque au PSG? Donc, c'est un équilibre à trouver, tout ça. Mais effectivement, il en faut des jeunes. Tu vois, par exemple, l'exemple d'un Camavinga qui est parti au Real. Tu vois que le gamin, il est international. Résultat, Camavinga, depuis qu'il est parti au Real, il est plus appelé chez Léa parce qu'il joue moins et il jouera a priori pas la Coupe du Monde. Donc, toi, le PSG est une étape qui n'est pas. Je sais que c'est votre copain Walid qui en a beaucoup parlé en disant que Tchouaméni, ce serait une grosse erreur pour lui d'aller au PSG parce que c'est un club à bordel. Moi, je pense qu'au contraire, le PSG aujourd'hui, pour ces jeunes joueurs-là, j'ai quand même le sentiment que c'est l'étape idéale pour eux. Oui, mais il a dit, juste c'est pas pour défendre Walid, mais il a dit en termes d'image, c'est-à-dire en gros, s'il signe là tout le monde l'aime bien, mais en gros, s'il signe au PSG, il va commencer à avoir des détracteurs parce que c'est le PSG, quoi. C'est ça qu'il a voulu dire plutôt que. Parce qu'en gros, il se plaçait du côté du joueur en disant tous ces matchs sont plus scrutés comme AS Monaco 1/3 quand il joue contre une bonne équipe. Là, c'est tous les matchs. Chaque seconde où il va toucher le ballon va être scruté et c'est pas la même exigence à Monaco. Oui, parce que sa saison à Monaco, elle est pas si exceptionnelle. Hein. Non, bien sûr. Mais évidemment, mais Monaco, c'est un club fascinant pour ça. Ouais. Tu te fais éliminer par Braga en Ligue Europa et en fait, personne n'en parle. C'est sûr que jouer à Monaco, c'est génial quand tu es jeune. Maintenant, si tu passes de Monaco au Real, en termes de club exigeant, en termes de club clivant par rapport à l'Espagne et tout, enfin, toi, c'est pas non. Faut arrêter de croire que le PSG, le pire club en termes d'image pour un jeune joueur. Pour le coup, Mbappé, il te montre que quand t'es bon, PSG ou pas, toi, Mbappé aujourd'hui, il a mis tout le monde d'accord. Donc voilà, moi j'ai du mal quand même à imaginer que c'est forcément mieux ailleurs. Voilà ce que je veux dire. Et en plus, il y a son idole au PSG, il y a Paredes qui joue au PSG, donc ça pourrait faciliter les choses. À Tchouaméni ? Oui, ouais, il avait déclaré en émission que le joueur qui l'avait le plus impressionné en Ligue 1, c'était Paredes. D'accord. Il y a de l'humour, tu vois. Il avait déclaré par contre Tchouaméni sur le Paris Saint-Germain en conférence de presse. C'est un top club avec de très grands joueurs. Ils ont fait pas mal d'investissements depuis qu'il y a l'ère qatari. Ils ont des objectifs. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas réussi encore à gagner avec des champions, mais ils ont plein de titres. Ils ont des grands joueurs. Forcément, ils ont envie d'aller chercher encore plus loin. Je considère le PSG comme une grande équipe. Donc, mais comme 99% des pros sur cette planète, hein, c'est que voilà, il y a des détracteurs, mais le PSG aujourd'hui, c'est un club attractif pour beaucoup. Il y a beaucoup de joueurs aussi qui font des appels de pied. Faut pas se, voilà, faut comprendre que aujourd'hui. Le problème, c'est que quand il arrive. D'un Timoé Bakayoko qui disait qu'il allait pas régresser en allant au Paris Saint-Germain parce que quand l'année où Monaco termine champion, il allait pas aller chez le deuxième et maintenant il joue plus au Milan AC. Non, je rigole. Le problème, c'est que le PSG, c'est un club attractif
Une fois que les mecs ils sont là, la ville elle prend le dessus. Donc, Oui, ça c'est vrai. Mais après, je veux dire, aujourd'hui, Paris, il n'y a pas de joueur inaccessible. Il n'y a pas de joueur inaccessible pour le Paris Saint-Germain. Ça n'existe plus. Il y avait à un moment donné encore cette barrière. Je pense que le fait d'avoir fait venir, tu vois, Mbappé, Neymar et Messi dernièrement et autres, tu vois, et ben aujourd'hui, il y a plus de joueurs inaccessibles. Aujourd'hui, un Mo Salah peut venir au Paris Saint-Germain. Quand tu leur poses la question, ils te disent que le club est attractif. Sadio Mané est prenable pour le Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, Paris peut prendre les meilleurs joueurs du Real Madrid, peut prendre les meilleurs joueurs de Barcelone, peut prendre les meilleurs joueurs de Liverpool ou de Manchester City, alors qu'avant, c'était pas forcément le cas. Et je parle avant, c'était il y a encore 4-5 ans. Je trouve qu'il y a eu encore une fois un palier de franchi. Aujourd'hui, Paris peut prendre qui ils veulent. Et pour parler de ce que tu disais, Samy, dans le fait que les joueurs, etc., évidemment, quand ils viennent au Paris Saint-Germain, il y a des titres à jouer, etc., ça leur permet aussi dans leur carrière de se développer. Il y a aussi des joueurs comme Wijnaldum qui étaient confirmés à Liverpool, qui n'ont pas réussi à se moudre dans le collectif qui est absent au Paris Saint-Germain. Donc il y a aussi beaucoup de critères, de choses qui dépendent de la réussite d'un joueur. Et un joueur comme Wijnaldum, tout le monde pensait, nous ici, y compris dans le podcast, on était persuadés qu'il allait faire énormément de bien au milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Ah bah ouais. Un mec qui a gagné avec des champions, qui était titulaire sous Klopp et qui était très intéressant par sa polyvalence, etc., par sa technique au milieu de terrain, est en train de devenir un véritable flop. Alors que j'adore le joueur de base, mais voilà, donc c'est pour ça qu'il y a aussi le contexte à prendre en compte quand on arrive au Paris Saint-Germain, qui est très très important. Bon, voilà, je pense que on a parlé un peu de ce qu'il y avait comme rumeur, première rumeur en tout cas dans le mercato parisien qui arrive, mais en tout cas il va y avoir beaucoup de choses qui vont bouger, que ce soit dans la direction de l'organisation ou dans l'effectif, et on suivra ça évidemment dans le podcast. Bon, pour terminer, prochain match du Paris Saint-Germain, ça sera dimanche, on dit tout à l'heure, contre Lorient, le 16e au classement, 20h45. Pour le calendrier restant, Clermont, Marseille le 7 avril pour le dernier peut-être frisson, piment de la fin de saison, Angers, Lens, Strasbourg, 3 Montpellier et Metz. Yacine, qu'est-ce que j'en attends? Ouais. En plus, je vous ai déjà posé la question c'était après le match, l'élimination contre le Real. Mais je suis obligé de vous la reposer, parce qu'il y aura encore des matchs à débriefer dans le podcast, donc on va parler de ces matchs-là. Non, mais franchement, j'en attends qu'une chose, qu'ils prennent les points, qu'ils apprennent, voilà, et qu'on passe à autre chose, parce que finalement, même si aujourd'hui on est dans un peu de détachement, voilà, on est un peu gavé. Tu te dis, finalement, si tu perds ce match, encore une fois, le titre n'est pas remis en jeu demain. Mais si tu perds ce match, tu vas encore passer une semaine à critiquer, à entendre tout et n'importe quoi. Tu vois, là, par exemple, cette semaine, quand tu entends les rumeurs, tu vois, il y a toujours des moments un peu clés. Quand tu entends les rumeurs sur Marquinhos, la renégociation, le salaire, il veut être dans le top 3 ou je sais pas quoi. Enfin, bref, ça reste des rumeurs. Mais en fait, après la prestation de Madrid, est-ce que c'est le moment d'entendre ça? Tu vois ce que je veux dire? Donc, là, tu vas jouer Lorient, tu fais une contre-performance contre Lorient parce que les mecs n'ont pas envie de jouer. Lorient qui joue sa survie quand même. En fait, tu vas repartir sur une semaine encore morose où tu vas être obligé de critiquer, où tu vas peut-être voir Marseille se revenir à 9 points, où tu vas te dire finalement le titre. Marquinhos lui-même, il a dit si on continue à faire les cons, le titre est en danger. Bref, tu vas encore, je veux dire, être soulagé nous de ça. Prenez les points, soyez champion à 5 journées de la fin. Au moins, on passe à autre chose. Parce que ce serait dramatique. Mais voilà, c'est tout ce que j'en attends. J'attends pas de jeu, j'attends pas de spectacle. Il n'y en a pas eu toute l'année. Voilà, tu prends les 3 points et puis tu essaies d'être champion le plus tôt possible, c'est tout. Nico, c'est vrai que il y a le 10e titre de champion de France quand même du Paris Saint-Germain qui doit aller chercher. Alors ça peut paraître de se dire ils ont les points, ils ont l'avance, mais regarde la défaite contre Monaco, la défaite contre Nantes. Il faut prendre les points quand même. Après le côté, pour avoir un petit peu d'optimisme après le discours de Yacine, je crois que c'est que des victoires sauf un match nul contre Nice cette saison au Parc. Donc bon, ce serait quand même assez inquiétant effectivement de ne pas battre Lorient. Moi justement, je trouve que ce match il a un peu plus d'intérêt que ce qu'on imaginait, parce qu'après la non-prestation de Monaco affligeante qu'ils nous ont faite, je pense qu'ils ont vraiment quelque chose à démontrer. Ils ont fait un petit break avec leur sélection, ils ont rechargé les batteries, mis à part les Italiens qui vont entrer en mode dépression, mais bon, tous les autres globalement vont venir avec plutôt la banane, donc
Voilà, moi j'attends quand même de voir une réaction sur le terrain. Alors oui, il y aura pas un jeu flamboyant parce que cette équipe-là, elle est définitivement condamnée à n'avoir aucun collectif jusqu'à la fin de la saison. Donc ça, on l'a compris maintenant. Mais ils ont quand même à se faire rattraper de ce qui s'est passé à Monaco. Et puis effectivement, je fais pas partie des gens inquiets pour le titre, mais il faudrait pas accueillir Marseille dans 10 jours avec juste 6 points d'avance, par exemple. Parce que là, tu vas commencer à te faire peur tout seul. Donc, et puis comme mentalement, on est solide. Ah ouais, bah c'est tu penses. On est tellement, c'est sûr que de ce point de vue-là, on est assez serein. Donc voilà, effectivement, ce serait bien de prendre les points assez rapidement à domicile contre les petites équipes comme ça, histoire de bien calmer tout ça. Et puis si en plus Marseille ou Nice pouvaient faire des contre-performances à côté, bon bah ce serait. Voilà, je suis pas inquiet. Mais je suis pas non plus avec le drapeau en train de fêter le titre sur le balcon. Je vais attendre encore un petit peu quand même. On a les 12 points d'avance et on en est à vouloir possiblement quand même, pour compléter les matchs du Paris Saint-Germain, des contre-performances niçoises et marseillaises. Samy, toi, qu'est-ce que tu attends de cette fin de saison comme Nico et Yacine, que Paris prenne les points et juste voilà, qu'on valide vite ce 10e titre de champion de France? Déjà, je suis un peu déçu par vous, les gars. C'est l'anniversaire de Sergio Ramos. Aujourd'hui, vous ne lui avez pas souhaité. Contrairement au compte du Paris Saint-Germain sur Twitter, avec une vidéo de 45 secondes avec ses highlights de la saison. Non, ils l'ont fait vraiment. Ouais, ils l'ont fait. Et d'ailleurs, ils avaient tellement d'images qu'ils ont été obligés de mettre quelques images de l'entraîement. Ouais, et en costard. Des images en costard. Imagine. Mais il a du flow. Ils ont pas mis d'image au Real. Déjà, c'est bien. Il y a quand même 2 transversales contre Saint-Etienne, hein, attention. Ouais, magnifique. Et à un moment donné aussi, il fait une faute de l'épaule et il dit, son fameux geste. Et il nous l'a fait quand même. On l'aura vécu au moins une fois sous moi du Paris Saint-Germain. Oui, non, franchement. Est-ce que c'est normal que je sois plus excité à l'idée de voir Enzo Lefebvre dimanche soir sur la pelouse du parc pour voir. Non, mais vraiment, pour voir comment il va. Je te jure que c'est vrai. Moi, ce qui me hype, c'est de voir jouer parce que ce petit bonhomme, je l'ai vu jouer là lors du dernier match. Il a été monstrueux. Il a a la classe. Pas les Ifero, c'était qui? L'Irlande du Nord. Contre l'Irlande du Nord. Il a été monstrueux. Il a tout. Donc voilà, moi j'ai hâte de le voir jouer, mais voilà, tu vois, c'est ça le problème. C'est que maintenant, je sais pas, j'ai envie de voir voilà tous les joueurs en face qui peuvent affronter le PSG. J'ai envie de voir ce que vont donner Klose et Fofana au parc. Parce que voilà, c'est ça qui m'intéresse. Franchement, je suis pas de ceux qui doutent par rapport au titre. Je pense que Paris quand même va faire le taf et a le talent nécessaire. Je ne crois pas à la dégringolade sur cette fin de saison. Mais maintenant, oui, on sera heureux. On sera heureux au soir de la 38e. On dira on est champion, ou peut-être avant. Hein. J'espère avant. J'espère lors de la 33e ou 34e journée. J'espère que le Paris Saint-Germain sera déjà champion. Mais oui, bon. Je suis pas vraiment hypé, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. J'ai pas de gros objectifs et de gros projets sur cette équipe du PSG pour les mois prochains, malheureusement. Bon, t'es un amoureux de la Ligue 1, Samy, c'est pour ça que t'aimes bien les joueurs comme nous. Donc oui. Par contre, vu la saison de merde qu'ils nous font, vu toutes les claques qu'on prend avec cette équipe, vous savez que l'OM, quand ils vont venir au parc, on va s'en prendre une autre. Vous êtes au courant quand même. Commencez à vous préparer psychologiquement, parce que Samy, il me semble. Il est tout gay là, Samy, là. Il est en train de péter le Maroc, il commence à se réjouir parce qu'il va voir Enzo Lefebvre au parc. Attention, Samy, t'es trop gay là. Il va se passer un texte. Regarde, Yacine, il est bien, lui. Tu vois, Yacine, lui, il est bien préparé comme il faut là pour l'OM. Mais j'ai presque plus de place pour creuser, mais. Non, mais c'est vrai que alors, si après l'élimination contre le Real, l'élimination Coupe de France, tu perds contre l'OM, ça sera au parc. En plus. Ouais. Donc si tu perds au parc contre l'OM, alors là je pense que c'est le pompon sur la Garonne, c'est la cerise sur le gâteau. Avec un but de Gendouzi. Ouais, il manquerait plus que ça. Ouais. Non mais c'est vrai, t'as raison Nico, attention à ça, parce que donc ça sera le 17 avril contre le match contre l'OM au Parc des Princes. Voilà pour ce qu'on pouvait dire sur l'actualité du Paris Saint-Germain. Merci à vous trois, Yacine, Samy et Nicolas, d'avoir été avec moi pour ce 170e numéro du podcast. Voilà pour les performances des Parisiens avec leur sélection, et donc retour de la Ligue 1 ce week-end avec le match contre Lorient dimanche à 20h45. On aura l'occasion de le débriefer dans le podcast, évidemment. Merci à vous trois, et puis donc on se donne rendez-vous à la semaine prochaine pour débriefer ce magnifique match de Lorient, du Lorient de Enzo Lefebvre. Merci de m'avoir sorti de mon trou, j'y retourne. Bon Yacine, bon courage. Toujours pour te remettre de cette élimination de l'Algérie.
malheureusement. Hier. Yacine, tu vois, tu devrais organiser un match à Cachan, là, un petit PSG Algérie. Ah ouais. Un match pour des bonnes œuvres et tout. Parce que ils seraient capables de perdre tous les deux. Tu te fais sponsoriser par un cabinet de psychanalyse quelque part là. Je peux arbitrer, Yacine. Je peux pas jouer encore parce que j'ai encore mon genou pas trop en état, mais je peux arbitrer. Si je me fais pas taper sur la gueule, je veux bien arbitrer. Distribution d'antidépresseurs à l'entrée. Bon, Nico, comment va la jambe aussi pour ceux qui demandent Bah écoute, ça va. Là. Reprise du sport. J'ai tenté une reprise du sport hier, ça n'a pas été très concluant. J'ai le tendon qui claque un peu quand même, mais la semaine prochaine, je vais retenter. Je suis obligé parce on est censé se faire une course à pied avec Clément et Yacine là, au mois de juin. Là. Donc il y a pression d'entraînement là. Marathon de Versailles, hein. Ouais. Le semi. C'est un 15 km. Ouais. Mais toi, Yacine, il est parti faire un stage de préparation au Canada. Clément, il vient de faire le semi de Paris. Je me méfie des deux là. Il y a de la concurrence, ça se prépare bien du côté des intervenants du podcast. Bon, voilà, en tout cas, ça. Merci à vous de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à liker la vidéo comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne YouTube de Paris United pour ne rien louper de tous les contenus et évidemment le site de Paris United avec les différents articles, souvent des éditos de Nico maintenant et toujours les très bons articles de Yacine Hanel. Et Samy, toi, on te retrouve quand sur le podcast de Free Ligue 1 ? Non, pas de Free Ligue 1, de Liga Legends. Liga Legends. Le 16 avril, prochaine émission, je suis sur l'émission du 16 avril avec des sujets qui vont être intéressants. On va parler du PSG. Ah, bon. Ouais, voilà, pour ceux qui aiment le PSG, qui veulent revenir un peu en arrière, parce qu'évidemment, Liga Legends, Samy, vous revenez toujours sur toujours en out. De Ligue 1. Là, ça va être intéressant. Il me semble qu'il va y avoir un sujet sur Pastore, un top sur Pastore, et on est en train de discuter avec Pierre Ducrot de quelques trucs, on verra. D'accord, ok. Bon, voilà, il n'y a rien sur LDR et Pichot. Pas encore. Mais tu sais quoi, je vais le proposer. Bon, voilà, allez voir Samy. Et Landrin. Voilà. Là, tu vas loin. Là. Pas sur Landrin, mais on n'est pas rendu. Hein. Bon, voilà, merci à vous trois et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonne journée à tous. Ciao. Ciao.